Disclaimer. Disclaimer, voilà, c'est fait. Salut, c'est Romain au montage. J'interviens pour vous dire qu'il y a eu des petits problèmes. C'est moi, Romain. Mais non, mais je te dis ton texte. J'ai pas besoin de toi pour dire mon texte, je sais très bien. Salut, c'est... Romain. Ça commence pareil. Un petit disclaimer pour vous dire que cet épisode a été enregistré pendant le confinement numéro 2. Donc du coup, il a été fait avec 2 bouts de ficelle et 3 bouts de scotch. Donc le son ne sera pas au top. On a fait ça avec nos téléphones. Donc ce sera un peu bâtard comme épisode parce qu'on reprend les micros ensuite pour vous faire le match retour de Peninsula. Voilà. Bisous. Enfin non, pas bisous. Non, tu peux t'y mettre. Non, pas bisous. Coude. In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fetabéa, le podcast qui même confiné continue de se faire des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, vous le savez, le reconfinement a embarqué avec lui nos chères salles obscures, délaissant notre cinéphilie en attendant impatiemment que les projecteurs se rallument un jour. Mais le cinéma, lui, ne connaît pas de frontières et certains films parviennent à résister au virus envahisseur et c'est via Netflix que la magie opère. Et pas n'importe laquelle, celle de David Fincher qui nous revient avec un nouveau long métrage intitulé Manque. Oui, Manque, un titre de film qui sonne bien et qui fait sens, car c'est le manque qui nous a conduits ici. Le manque des micros, le manque de discuter cinéma, le manque de faire des blagues nulles, mais surtout le manque de vous, auditrices, auditeurs, à qui peut-être l'on manque aussi. Alors aujourd'hui, mode MacGyver activé, un bout de scotch, 2-3 de ficelle et enregistrons ensemble, mais à distance, afin de combler notre manque avec Manque. Et pour ce HS, je ne serai pas seul, bien sûr, mais avec ma fidèle team qui, elle, s'avère vraiment être en manque. Je vous les présente, ambiance Subutex. Salut mes petits drogués. Vous êtes en manque. Salut. Vous êtes en manque. Arrêtez de vous gratter, ça fait des boutons. Clémence, je te vois, tu es en manque. Bah écoute, t'as pas vu Jean Jean Mineur. Qu'il est Je veux mes pubs. Je manque de pioche. 01 47 20 0 0 0 1. Jean. William, tu te grattes, je te dis de t'arrêter de te gratter, William. Oui, ce qui me manque, c'est les gamins tapés qui utilisent leur téléphone pendant les séances. Ah oui. Il me manque ma violence quotidienne. Kevin, sors de ton coin. Kevin, arrête de déchirer ces pages d'annuaire. Kevin. Je veux les frapper. Tous ces gens qui parlent pendant le film, je veux les frapper. Et Clément qui se gondole. Clément, Il me faut des Maltesers. Et je n'en mange que dans les salles. Enfin bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes en manque, en vrai manque, et c'est pour ça qu'on va se faire manque. Distance oblige, et c'est un hors-série fait de briques et de broc que nous vous proposons, ce qui explique cet audio différent de d'habitude, mais qui peut apporter son petit charme. Certains sont à Paris, d'autres en banlieue ou à la campagne, mais les internets sont salvateurs et nous offrent la possibilité de continuer de se faire des films même loin des uns des autres. Mais pas que, Internet c'est aussi un bon moyen de se faire du cinéma le cul dans son canapé, à l'image de Netflix qui de plus en plus accueille en son sein des réalisateurs hors pair en son catalogue.
Après Bong Joon-ho, Noah Baumbach ou encore Martin Scorsese, c'est à David Fincher de proposer ses services à la plateforme au N rouge majuscule, lui qui avait déjà en partie contribué à son succès à travers des séries comme House of Cards ou Mindhunter. Cette fois-ci, place à un film, Manque, qui nous embarquera dans le noir et blanc des origines d'un film considéré comme l'un des piliers de l'histoire du cinéma, Citizen Kane. Et c'est à travers sa bande-annonce que nous allons nous faire des films sur ce film qui parle d'un film et qui nous laissera aussi l'occasion de parler Fincher, noir et blanc, hommage et Hollywood des années 30. Petit ajout de sommaire au micro, le match retour de Peninsula se trouvera aussi à la suite de cet épisode avec des bons micros cette fois-ci. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça va se passer comme ça, les amis. Est-ce que ça vous va comme sevrage, petit toxico? Oui, ouais, ça va. Les Maltesers. Tu n'as pas cité Jean. Où est Jean? Jean Mineur est là. L'esprit de Jean Mineur. Je t'appelle pour faire la BA d'aujourd'hui. La BA d'aujourd'hui. Eh ben, c'est Manque de David Fincher. C'est parti. Mank, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic, turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder, lightning, blood, fire, religion. Help! Someone save me! All in one film. That's director proof. That's why I always want Mank around. I hear you're hunting dangerous game. God bless William Randolph Hearst. Ready and willing to hunt the great white whale? Just call me Ahab. Do come in. At this rate, you will never finish. You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. You owe me, Herman. Who do you think you are? You're nothing but a court jester. What I want to know is what you think of it. It's a bit of a jumble, a collection of fragments that leap around in time like Mexican jumping beans. Welcome to my mind, old sock. Him, I get. But what did Marion ever do to deserve this? It's not her. Not all characters are headliners. Some are secondary. You pick a fight with Willie, you are finished. Mayor can't save you. Nobody can, especially the boy genius from New York. I removed any distraction, eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Why Hearst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey? Waouh! Ouh là là! Mais quel BA extraordinaire! Ah, quelle explosion de couleurs! Mais je n'ai jamais vu ça! C'est si mystérieux. Quel BA qui cache énormément de choses, vous verrez, des petits clins d'œil, des petits indices. En attendant, vous le savez, lui aussi est confiné. Hein, et je ne parle pas juste de sa carcasse d'ordinateur, mais je parle de son esprit qui ne peut plus comme ça vaquer à ses occupations d'ordinateur, mais il nous a compté les plans. Il nous a compté les plans de cette BA et c'est évidemment El Calculator qui nous revient. C'est moi, c'est moi. Salut les toxicos. Salut! Salut Calculator! Salut! Dans la BA de Manque, il y a 91 plans en 2 minutes 44, soit 0,5 plans par seconde. Oh, c'est incroyable! Une moyenne. C'est incroyable. Une moyenne à 0,1 en dessous de la moyenne qui, je le rappelle, est de 0,6. Oui, bravo Clémence. Tu remportes un point de quiz. Ah, merci. Ça va le calculateur? Ça va bien. Ce reconfinement, comment tu le vis? Je le vis bien, je me passe des disquettes en boucle. Ah, tu sais que tu me manques, j'ai pas pu me confiner avec toi cette année. Tu m'as laissé en mode veille.
Oui, pour que tu puisses être avec nous aujourd'hui, même à distance. Du coup, je vais tout le temps sur Pornhub. Oh, on veut pas tout savoir, on veut pas tout savoir. Bon, vivement que je rentre à la maison, ça va pas aller, ça, avec le calculateur. T'as compté un peu d'autres choses dans cette BA ? Le film dure 2h11 et la BA contient 2 minutes 39 d'images. Grâce à ma fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2% du film. Incroyable, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup Deux plus fois que plus, d'habitude. Ah, c'est énorme. Quasiment. Enfin, Waouh. ça devient Ah ouais, un chiffre donc, intéressant pour la première fois. On perçoit quelque chose Tout à dans fait. ces 2%. Quels enseignements en tirer? Eh ben, on ne sait pas. Que David Fincher aime montrer des choses dans Il ses aime, BA. Voilà, ça on peut déjà le dire, je pense. Voilà. Ah, mais c'est une BA plus longue que d'habitude, t'as raison, le calculateur. Merci. C'est une très longue BA, il est vrai. Ils se sont rabibochés. C'est le droit de lui parler. Et le calculateur, quoi de prévu pour toi pour la suite avant qu'on reprenne, nous, notre saison 2, là, encore en cours? Je ne sais pas, j'y retourne. À quoi? Sur Pornhub. Je cautionne pas. Putain, mais qu'il est dégueulasse cet ordinateur, voilà. Vous le laissez tout seul, je vais certainement retrouver le parquet collant, vous allez voir, ça va être un délire à nettoyer tout ça. Ah, bon, ça fait plaisir en tout cas de le réentendre, ce L Calculator, même à distance. Sympa. Ce L Calculator. On va partir sur l'ABA alors d'aujourd'hui, qui est Manque, je le rappelle, qui sortira sur Netflix le 4 décembre. Alors, cette BA, sur quoi s'ouvre-t-elle? Eh ben, ça va vous surprendre, mais elle s'ouvre sur un logo Netflix International Pictures qui représente une antenne de communication avec quelques petits grésillements. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors oui, ici, en fait, il y a... déjà, on commence déjà avec une petite subtilité, en fait, parce que ce logo rappelle le logo de RKO Pictures de l'époque, qui était lui-même producteur et distributeur du film Citizen Kane. Absolument. Et en fait, le logo RKO Pictures était représenté lui aussi comme ça, avec cette antenne de communication. Et donc, pour le coup, ils ont décidé d'adapter leur logo à l'époque du film. Mais ce n'est pas tout, car ensuite, la première image que l'on voit, la suite d'une transition cercle à l'ancienne, qui s'ouvre comme ça sur l'écran, un lit d'hôpital. Et l'image est en noir et blanc, et limite avec du grain de l'époque. Donc on ressent déjà cet aspect technique cher à Fincher pour parler de cette histoire des années 30 à Hollywood. Absolument. Qu'est-ce qu'on voit du coup? Un homme sur un lit d'hôpital, qui est-ce? C'est Gary Oldman. C'est Gary Oldman, oui, l'acteur Gary Oldman. Ça me fait marrer parce que ça me rappelle le film Dark Knight Rises où il est dans la même position, même lit d'hôpital et... c'est forcément la suite. Ou le préquel des parents de Batman du coup, parce que là on est vraiment loin, on est dans les années 30 à Hollywood. On a les souvenirs d'un accident de voiture, donc peut-être la cause du coup de ses blessures. Je ne sais pas, mais oui, c'est Mankiewicz et non pas Joseph Mankiewicz, mais Herman Mankiewicz qui est là. Et là, tout d'un coup, son nom résonne. Mais comme si Dieu parlait, je veux dire, la réverb est tellement poussée. Manque. C'est Orson Welles. Waouh. Salut, c'est Orson Welles. Sur Terre. Et lui, là, il est là et il fait évidemment que c'est toi. Donc... Et là, on voit très bien la référence de Fincher à la classe américaine. Oui. Évidemment. Bonjour, c'est Orson Welles. Et toujours avec sa grande voix pleine de réverb venue des cieux, il est temps qu'on parle. Et la BA s'ouvre. Alors, première question du coup, parce que la BA va s'ouvrir à la suite de ça, vraiment, pour nous raconter l'histoire de Manque, en fait. Est-ce que le film serait pas, lui aussi, un peu à la manière de Citizen Kane à l'époque, des flashbacks? Est-ce que c'est pas ce que la BA nous dirait tout de suite? Oui, absolument. C'est évident. C'est du plagiat d'ailleurs un peu, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Et comme tu l'as dit, on a dans cette première séquence entre Orson Welles et Manque, on a donc la première information qui est que on va nous parler de Citizen Kane, puisque c'est le seul film sur lequel les deux ont collaboré ensemble. Et c'est donc la première grosse information de la bande-annonce, c'est attention, on va parler de Citizen Kane. Ça, il faut le savoir. Oui. Moi, voilà, ça fait partie des... j'avais pas forcément cette info quand j'ai regardé la BA. Oui, voilà, c'est une référence qu'il faut avoir, mais en tout cas, c'est... si c'est volontaire de la part, en tout cas de Fincher, de le faire de cette manière-là, c'est, pour ceux qui connaissent, on va être dans la réécriture de l'histoire d'une œuvre très connue. Et on va vous en parler plus largement, parce qu'effectivement, la BA va s'ouvrir sur ça et va nous raconter ce que va raconter l'histoire. C'est le principe d'une BA en même temps. Allô. Et donc, du coup, fondu au noir. Alors moi, j'aime bien ces fondus déjà, ces petits fondus à l'ancienne, comme ça, avec le petit cercle. Ça rappelle un peu les cartoons de l'époque, c'est marrant.
Et là, le petit fondu au noir, et là, on est changement de décor, une énorme table, des invités qui sont déguisés, et c'est effectivement Herman Mankiewicz qui débarque dans cette pièce et qui a l'air d'être apprécié de tous. Ouais, bah en fait, tu parlais de flashback, moi je suis d'accord avec toi, là quand on a le fondu au noir et qu'on change de scène, on change aussi de musique, et moi ce que j'ai compris, c'est qu'on vient dans un flashback à ce moment-là. À mon avis, ce qu'on voit là avec cette table et tout ce qui va suivre, c'est ce qui s'est passé avant l'accident du personnage, parce que j'ai l'impression que la première scène où on voit l'accident et Orson Welles qui lui parle, elle se termine par raconter ce que vous savez. Orson Welles lui dit ça. Donc, a priori, il lui demande d'écrire un scénario, un truc comme ça, et qu'il doit raconter ce qu'il a vécu. Et à mon avis, on rentre ensuite dans la BA avec ce qu'il a vécu jusqu'à ce moment-là. On remarque quand même que là, c'est la haute société qui est à table, et sûrement au ponte des nababs, comme on dit, de Hollywood. Et lui, il arrive, mais totalement pété. Ça se voit tout de suite quoi, dans le jeu. Le mec, il est rond comme une queue de pelle. C'est un truc de ouf. Et moi, je veux rebondir sur ce que disait Clémence, parce que les flashbacks dans Citizen Kane sont amenés exactement de la même manière. C'est-à-dire que tu as un personnage qui est décadré, gauche cadre, et tout d'un coup, la caméra, elle panote, et la lumière, elle baisse, et hop, là, on sait qu'on va être dans un flashback, et donc c'est une référence directe de Fincher à Orson Welles, je pense. C'est parce que tu vas dans le sens inverse de la chronologie, c'est incroyable. On est déjà sur une référence technique par le choix du noir et blanc, et qui n'est pas juste simplement du noir et blanc. Il y a quand même un travail de l'image pour qu'elle paraisse un peu plus vieille. On a aussi un travail sur les polices, parce que là on voit Gary Oldman et Mank. La police me fait vachement marrer, ça me fait penser à Betty Boop et tout, je sais pas vous. Ouais. Et donc il arrive, oui, effectivement, à ce dîner où il va rencontrer, et là on va rentrer dans l'histoire, la vraie histoire, il va rencontrer un monsieur qui va être un peu à l'origine du scénario de Citizen Kane. Qui me raconte un peu cette rencontre dans la BA? C'est William Hearst, donc c'était un patron de presse de l'époque et on va dire un homme très influent aux États-Unis qui a aussi eu des visées politiques. Je crois qu'il a été élu gouverneur, ou en tout cas que c'était présenté pour être gouverneur. Et cet homme-là, très exubérant, très mégalo aussi, va probablement inspirer à Mankiewicz le personnage de Citizen Kane qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce mec-là, qui d'ailleurs a essayé de faire interdire Citizen Kane à l'époque de sa sortie, et c'est en grande partie à cause de lui si le film a été un relatif flop en salle, parce qu'il s'est vraiment démené pour faire interdire le film quand il a compris que ça parlait de sa vie, quoi. Donc ce qu'on comprend peut-être avec la BA, c'est qu'il va nous raconter cette histoire, cette rencontre entre Hearst et Mank, pour mieux dépeindre la personne qui était Hearst, parce qu'il est vrai que c'est l'inspiration principale en fait du personnage principal qui est tenu par Orson Welles, Kane, dans Citizen Kane. On comprend à ce moment-là qu'il part vraiment à l'origine du truc, quoi, de cette rencontre-là qui est un peu la base de ce scénario. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la partie où on voit que Hearst et Mank se côtoient, c'est que on voit à quel point petit à petit Hearst admire le travail de Mank en tant que scénariste. Et on en vient au moment où Hearst dit dans la bande-annonce voilà pourquoi je veux avoir Mank auprès de moi. Alors, on sait pas exactement, on verra sûrement dans le film, mais voilà, il dit ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la bande-annonce, à ce moment-là, il y a tout de suite une transition sur Mank dans le présent, entre guillemets, sur son lit de convalescence, et qui a une tapette à mouche et qui écrase une mouche. Et en fait, j'ai kiffé parce que je trouve que ça fait un écho entre, tu vois, genre le maniaque qui veut avoir l'autre autour de lui et qui est un peu comme une mouche là qui lui vole autour et tout. Enfin, il y a un peu ce jeu-là entre eux. Ouais. Parce que même Mank, je pense qu'il s'incruste un peu dans la société avec les nababs là et tout, comme disait Kevin. Et du coup, le fait qu'il écrase cette mouche comme ça avec une tapette après coup, je trouve que ça dit un truc assez ironique sur, voilà, maintenant il est plus dupe de tout ce rapport. Et, Au même moment, on a aussi l'apparition d'un personnage féminin qui va sûrement être déterminant dans l'histoire, qui est joué par Amanda Seyfried, et donc qui a l'air d'être une comédienne, qui veut un rôle, c'est ce que je crois comprendre. Hein. Oui. Donc elle va sûrement jouer l'un des deux personnages principaux féminins du film Citizen, et je me demande à quel point ce personnage va venir influencer l'écriture du scénario. Parce que très souvent, les scénaristes, les sculpteurs, enfin les artistes d'une manière générale ont des muses. Est-ce que ce personnage va être la muse de Mank ? Petite question, je pense que oui. À voir. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que tu la vois, elle est sur un bûcher. C'est une scène de sorcellerie, en fait. Et je trouve que c'est une manière aussi de la caractériser. D'une certaine manière, ça va être comme un petit cheveu dans la soupe. Tu vois, t'as l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à cause de cette nana.
Je sais pas si c'est une scène de sorcellerie parce que j'ai l'impression qu'ils sont sur un tournage de western et qu'il y a des Indiens et que c'est plus je sais pas en scène fait. de... Je sais pas en fait. Oui, si mais bien sûr, mais je c'est sais pas si le métaphorique. bûcher et la scène de western qu'on voit ensuite, c'est le même film ou si c'est un panel un peu de ce qui se fait à Hollywood à l'époque et que tu vois différents types de films aussi quoi. Moi, j'ai un peu une idée inverse par rapport à vous quand vous dites qu'elle va peut-être être sa muse. Moi, je crois qu'au contraire, peut-être quand il va se mettre à écrire sur un truc qui ressemble à la vie de Hearst, il va la mettre dedans en tant que personnage et peut-être que justement, il va plutôt un peu la dévaloriser et ce qui va peut-être justement créer une histoire avec Hearst qui va pas être content en fait que Mank ait écrit un scénario où il dévalorise sa nana. Enfin, moi, je pense qu'il y a plus un truc comme ça peut-être. On est d'accord que c'est la copine de Hearst. Ouais. Ou sa maîtresse, quoi. Il me semble, ayant lu l'histoire, que ça pourrait être une certaine Marion, qui s'appelle Marion et qui est la maîtresse de Hearst. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous raconte. Et qui aurait peut-être donné le petit nom Rosebud, en fait, qui sont les derniers mots de Kane dans le film, Citizen Kane. Et apparemment, de ce que j'ai lu, c'est un peu graveleux, mais ce serait le Rosebud, ce serait le petit nom que donnait Hearst au clitoris de cette femme. Voilà. Ah ouais? Ça, il fallait. Ah, quelle anecdote c'est extrêmement mignon. J'ai lu c'est ouf, vu l'importance que ça a dans le film, quoi. C'est incroyable. Oui, petit bouton rose, petit bouton de rose, du coup, Rosebud serait le petit clin d'œil à Hearst directement dans le film. Mais justement, imagine que c'est ça en vrai et que Mank a vraiment fait ça. Bah, pour le coup, il s'est permis de raconter un truc de l'intimité de ce couple qui est en plus illégitime. Donc, tu vois, tu peux comprendre, ça dessine un peu le truc de pourquoi Hearst ne voulait pas que ce film. N'empêche, ça aurait été vachement marrant si dans Citizen Kane, il disait clitoris en crevant. Voilà. Mais pourquoi a-t-il dit ça? Est-ce qu'on peut même imaginer peut-être simplement un triangle amoureux qui se termine mal et du coup, ça serait de là que viendrait l'empathie de Hearst pour Mank? Je suis d'accord parce qu'il y a... C'est peut-être ce que va nous dire la BA parce que évidemment elle prend cette tournure ambiance film noir des années 30 à ce moment-là, avec un ton qui est du coup plus grave. On voit du coup ce couple peut-être naissant, enfin du moins cette femme et Mank qui se balade aux eaux. Après il y a une baleine blanche au téléphone. Enfin bref, la BA elle balance. Mais non. Mais non, il parle de Hearst. il parle de Hearst. Mais oui, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a que des mecs qui parlent au téléphone à Mank. Tu vois, il y a un mec qui l'avertit par téléphone, il y a Orson Welles qui met la pression par téléphone, ils parlent tous par téléphone, ce qui me fait dire qu'il reste dans son lit, en fait, tout le long, et qu'il ne le voit pas, en vrai. Il travaille, on comprend implicitement, du coup, dans la BA, que Mank, il travaille sur un film, donc avec ses plans de lui au milieu de ses papiers dans son lit. Ça m'a rappelé, ça m'en dirait moi quand je prépare un épisode de Fétabia. T'es prêt à chasser la baleine, Romain? Oui, appelez-moi Akab. Derrière, il y a une référence à Moby Dick, clairement par Mank. Alors, est-ce que ça va être est-ce que c'est un prémisse à ce qui va se passer, c'est-à-dire le petit pêcheur qui doit se battre contre l'immense baleine que Hearst représenterait, et lui, il serait là à devoir se battre contre les éléments et contre ce géant qui va venir l'écraser de tout son poids symboliquement et sûrement pécuniairement, quoi. Ouais. Mais est-ce que le géant, c'est pas aussi Orson Welles? Parce qu'il me semble qu'en plus la pré-production du film est quand même assez compliquée de Citizen Kane. Je crois que Mankiewicz et Orson Welles s'entendaient pas si bien que ça. Et Orson Welles, c'était quand même déjà un nom, quoi. Donc, est-ce que y a pas aussi cette dimension-là en plus? Alors, faut voir, parce que Orson Welles est un nom de la radio, parce qu'il a, juste un peu avant, il a fait la guerre des mondes, qui a terrorisé des millions d'Américains et qui leur a fait croire que des extraterrestres envahissaient leur pays. Donc, il est connu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui donne un tel budget pour faire ce film. Mais au niveau du cinéma, c'est sa première production. C'est un nouveau. Alors, je pense pas qu'il ait eu autant de poids que ça. Parce que c'était une personnalité, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais par contre, ils étaient en conflit. Apparemment, Mankiewicz est en fait le scénariste principal de Citizen Kane. Or, si tu regardes le film, les deux sont crédités au scénario. Et apparemment, Orson Welles n'a pas beaucoup participé à l'écriture. Donc, c'est plus de l'ego entre les deux, quoi. Mais ça va être ça, à mon avis, ça va être une énorme guerre d'ego qui va nous être montrée à l'écran afin de mieux comprendre en fait toute l'histoire qui se cache derrière ce film Citizen Kane qui est acclamé aujourd'hui par un grand nombre de cinéphiles parce que c'est ce qui a posé les bases en fait du cinéma et peut-être même du cinéma de Fincher. Enfin, on y reviendra peut-être plus tard, mais je pense que ça va être tout ça, hein, tout le film de ce que nous montre la BA va être ce duel entre Mank et Hearst, plus principalement que Welles, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, hein, j'ai l'impression, dans la BA. Ouais. Si, mais moi je crois qu'on le voit quand il est... À un moment, je crois que c'est lui qui dit au téléphone, est-ce que tu es prêt à chasser la baleine? Pour moi, c'est lui. Hein. Oui, c'est lui, mais je pense qu'on va le voir très peu en mode figure de l'ombre.
Mais moi, je vois plus un truc de pirate, effectivement, de Wells, qui est pas hyper important, mais qui lance ce défi à Mank et qui lui propose ce pari d'écrire un gros film sur un gros mania. Et ils sont un peu en mode pirate, genre on va aller chasser la baleine, machin. Ouais. Et puis à côté, t'as d'autres gens de l'industrie qui sont là derrière, qui veulent assurer les arrières et tout, et qui avertissent. Est-ce que à l'image du film, Wells va être sûrement aussi peu présent que dans le vrai film Citizen Kane, où le personnage de Wells est très peu présent au final? Ouais. C'est peut-être volontaire, hein. C'est peut-être volontaire. Moi, je pense qu'il sera très très peu montré, à mon avis. Je pense que justement, on a tellement parlé de Wells ailleurs, dans d'autres productions, on en a tellement fait énormément de papiers de Orson Welles que justement, le parti pris, à mon avis, de Fincher, ce sera plus de montrer ce dont on parle jamais. Je pense. Intéressant. On sent dans la BA qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare parce que à l'écriture de ce premier scénario qui s'appelait American, ça c'est la vraie histoire, au tout départ, avant de s'appeler Citizen Kane, son premier nom c'était American. On le voit d'ailleurs dans la BA jeter cet énorme pavé qui est les débuts de scénario de Citizen Kane, et un gars qui est là, qui, à mon avis, est chargé de vérifier si Mank fait bien son travail, si ça tient la route, qui est, en gros, c'est stupeur et tremblement pour lui. Il a jamais vu ça. Il le dit, c'est un millimélo, un fatras de séquences qui vont et qui viennent dans le temps. En gros, il est totalement perdu. Et c'est vrai que Citizen Kane a marqué pour son scénario qui était innovant à l'époque. Super novateur, ouais. Et aujourd'hui, ça paraît complètement con de se dire, ouais, ce film-là, il a changé les choses. Mais si, en fait, scénaristiquement, c'était un vrai impact à l'époque parce que c'était la première fois qu'on racontait une histoire à base de flashback, avec des intentions de mise en scène qui suivent le scénario et qui sont pas juste là en mode techniquement on ne peut faire que ça. Il y avait vraiment un vrai travail de ça et on y arrive dans la BA. En tout cas, on nous le montre qu'il y aura vraiment un problème avec ce scénario qui va surprendre et on ouvre la partie du génie et du danger. J'ai appelé ça comme ça. On a dans la BA des discussions autour du scénario et justement il parle du personnage de Kane et de Marion. J'ai l'impression cette femme là qui est jouée par mais oui, mais c'est justement ça qui me laissait penser que en fait il dit qu'elle va être un personnage secondaire. Enfin, quelqu'un lui dit fais gaffe à comment tu l'emploies, il va être vexé. Je crois, je le comprends comme ça en fait. Et lui il dit non mais c'est bon, à un moment il y a des personnages secondaires, elle va pas me faire chier quoi. Enfin, oui, elle est traitée comme un parasite presque. Hein. Et c'est marrant parce que Fincher a pas mal été, on lui a pas mal reproché aussi cette espèce de misogynie latente qu'il insufflait dans ses films. Par rapport au traitement des personnages féminins qu'il avait. Donc c'est peut-être aussi lui aussi un clin d'œil à ce moment-là. Justement, je trouve que dans cette bande-annonce, en plus, elle est quand même pas mal en retrait en vrai, parce qu'on la montre au début pour introduire le milieu un peu riche. Elle est là un peu comme une vitrine, la meuf à table et tout, qui dit bienvenue, et puis après on la revoit pas du tout, et quand elle revient comme ça à la fin, moi ça me donne vraiment l'impression qu'elle est un peu un enjeu du film de Fincher. À l'image dans l'histoire, un enjeu un peu superficiel, un peu traité à la va-vite. Mais bon, et peut-être que c'est fait exprès de la part de Fincher justement pour peut-être pas trop en révéler sur elle, pour que le film peut-être que le film est vachement axé autour de ce parasitage de cette nana qui va être imposée par Hearst ou tu vois peut-être et qui veut pas trop en révéler, tu vois, c'est peut-être ça le grand secret qui veut nous faire découvrir dans son film. Peut-être. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même j'ai l'impression que ce personnage est traité de manière un peu ambiguë, parce que certes, il y a l'aspect parasite, etc., mais j'ai quand même l'impression que t'as certaines séquences dans la bande-annonce où t'as l'impression qu'il est content de la voir quand même. Il y a notamment une micro-séquence où elle débarque dans une espèce de ranch et il ouvre la porte, il est en pyjama et tout là, et il a l'air content de la voir. Comme si... Ah, moi j'ai pas compris que c'était elle. Hein. Si, c'est elle qu'on va sortir de la voiture, il me semble, juste avant. Moi j'ai compris que c'était la brune qui, à mon avis, est sa femme. Moi je crois que justement sa femme parle après de ses relations adultères mais platoniques. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu ce type de relation-là avec justement Amanda Seyfried, quoi, Marion? Peut-être. C'est possible qu'il utilise le biais de cette relation entre Amanda Seyfried, en tout cas cette personne-là qui a l'air d'être la maîtresse encore d'une fois de Hearst. C'est possible qu'il utilise cette relation entre Mank et elle-même pour justifier ce qui l'a amené à critiquer ouvertement Hearst, en fait, dans le scénario de Citizen Kane. C'est peut-être ça l'intérêt du film pour Fincher, c'est de montrer cette histoire-là. Peut-être un aspect fictif aussi, je ne sais pas. Moi, je pense vraiment pas qu'il y a une histoire de trio amoureux qui soit en gros à l'origine du conflit. Je pense vraiment pas. Je pense que c'est au contraire ce qui vient mettre juste de l'huile sur le feu encore plus. Voilà. Mais après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que du coup, il est aussi question de tous les excès de Mank dont il doit être un peu sevré pour écrire. Et à mon avis, c'est Orson Welles qui dit ça à un moment, qui dit je t'ai enlevé l'alcool, tes histoires, tes machins et tout, et je t'ai donné une seconde chance.
Donc on revient un peu Oui, au c'est truc ça. du début pour moi où à mon avis il avait un problème avec l'alcool et là il est aussi dans une situation où il doit écrire, on lui met la pression et il doit aussi couper avec ses excès. Il avait d'énormes problèmes d'alcool et de jeux d'argent. Il avait beaucoup de problèmes avec ça et c'est pour ça que son génie était un peu noyé dans tout ça. Mais ça n'empêchait pas que justement il avait quand même Hollywood un peu dans sa poche à ce moment-là. Mais c'est vrai que je pense que ça va être beaucoup montré à l'écran, certainement super bien interprété par Gary Oldman, mais tous ces démons qui habitaient Mank à l'époque, je pense que ce sera quand même une grosse partie du film, à mon avis. Parce que c'est quand même bien montré dans la BR. Ouais. À la suite de quoi, on peut voir le casting, Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelfrey, qu'on a pu voir dans Iron Fist. Iron Fist, effectivement. Charles Dance, qui n'est autre que Tywin Lannister, en fait, qui campera le rôle de Hearst. La BA touche à sa fin et une phrase qui pour moi fait extrêmement sens dans cette BA. On ne résume pas une vie, c'est dit dans la BA en parlant justement du film Citizen Kane, mais on ne résume pas une vie en 2 heures, au mieux peut-on donner un aperçu. Petit message de Fincher sur son film à ce moment-là. Oui. Est-ce que ce ne sera qu'un aperçu de l'histoire en 2 heures? Est-ce qu'il ne nous dit pas, je n'ai pas l'histoire au bout des mains, mais voici la vision que j'en ai? C'est peut-être juste, à mon avis, placé là, c'est pas par hasard. C'est aussi une manière de dire, parce que j'ai l'impression que Fincher il est en train de dire, écoutez, je suis pas là pour vous faire un biopic, je vous donne mon interprétation d'un événement de sa vie en fait. Et je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est en 2 heures, je peux vous raconter comment Mank a vécu Citizen Kane, je pourrais pas vous raconter sa vie quoi. C'est quand même assez étonnant de la part de Fincher qu'il soit aussi prudent. Parce que là, ça sonne presque comme une excuse. Alors, le scénario a été écrit par son père il y a une 40aine d'années. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a fait exactement comme son père a écrit, sans rien changer, il s'excuse d'avance parce que peut-être qu'il en voit les défauts et qu'il va pas assumer jusqu'au bout d'avoir été fidèle à son père et il s'en veut? Ou est-ce que c'est une manière de dire, bon, je sais que ça va faire râler parce qu'il y a énormément de choses à dire et que j'ai pas eu le temps de tout dire, mais je trouve ça étonnant parce que normalement c'est pas quelqu'un d'aussi prudent, c'est quelqu'un qui assume son cinéma jusqu'au bout et qui leur dit et qui a tendance à dire moi je m'en fous, je fais le cinéma que j'aime, je le fais comme j'ai envie, s'il faut que je fasse une prise 150 fois et que le comédien il en aura le cul, bah, je la ferai 151 fois s'il y a besoin. Et là je trouve ça étonnant qu'il soit aussi prudent, tu vois. Ça peut être un pic aussi par rapport à Social Network. Il faut le voir dans l'autre sens, à mon avis. C'est plus une réponse à ce qu'on lui a dit et le fait d'inclure ce qu'on ait pu dire ça aussi à l'époque pour Citizen Kane, il le dit encore aujourd'hui en mode les réalisateurs ont des choses à dire et si vous n'êtes pas d'accord avec, et ben changez je suis d'accord, de voix. C'est aussi un peu de provoque, c'est peut-être ça. En disant bah tiens un peu comme je pense, comme je disais tout à l'heure, je vous fais pas un biopic, je vous fais un vrai gros film quoi. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, je pourrais raconter mon histoire en 2 heures. D'accord. Moi, je pense qu'il a les miquettes. Ouais, moi aussi, un petit peu. Il a les miquettes. Ouais, je pense qu'il a les miquettes. Il est impliqué émotionnellement, comme tu dis, William, parce que ce scénario, il l'a entre les mains depuis un moment et que ça a été écrit par son père. Donc, c'est pas pareil. Il a les miquettes. Ouais, ça fait 30 ans qu'il essaye de faire ce film. À mon avis, voilà, en plus, bon, alors je voulais en parler un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est Netflix qui produit. Alors ils mettent de l'argent Netflix, mais est-ce qu'il y a une vraie production derrière? C'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour cadrer le projet de manière artistique? Je suis pas sûr au vu de ce que fait régulièrement Netflix. Ils ont tendance à être quand même pas être de très bons producteurs, c'est juste des gros financiers. Non, je m'inscris en faux, donc je suis désolé. Je pense que Fincher, c'est un mec qui a un énorme problème avec les studios. Toute sa carrière, il a eu des problèmes. Social Network, on lui a demandé de le faire, je crois, en 2 heures. C'est pour ça que les personnages parlent comme des mitraillettes, notamment au début et tout. Quoi, le tournage a duré 2 heures? C'est incroyable. Non, mais j'ai compris comme ça, je l'ai compris comme ça. Et du coup, je pense que là, il a enfin la liberté qu'il veut et qu'il est trop content d'être sur Netflix. Alors après, il n'est pas non plus naïf, donc je pense qu'il y aura peut-être une petite critique de Netflix à travers le personnage de Hearst, je sais pas, mais en tout cas, il a signé un méga contrat avec eux. Il a été quand même très content de son travail sur Mindhunter parce qu'il a pu faire vraiment ce qu'il voulait et c'est une série qui est un peu austère. Et là, je pense que clairement, ils lui ont filé les clés du camion et des premiers retours critiques qu'il y a eu, apparemment c'est un très grand film et peut-être un de ses meilleurs dans sa carrière, et je pense que moi je pense pas qu'il ait des chocottes, sincèrement, je pense qu'il est très très sûr de lui. Je suis d'accord avec toi, Clément, et je pense même qu'il a le double des clés de Netflix parce qu'il a contribué quand même au succès de la plateforme, plus ou moins. Au départ, House of Cards, on l'a connu en même temps qu'on a connu Netflix, et c'est vrai que ça avait fait l'effet d'une bombe à l'époque. Il était derrière tout ça, il en a réalisé quelques épisodes. Mindhunter a beaucoup fait parler, peut-être un peu moins que House of Cards, mais
il a toujours été derrière les nouvelles innovations et la plateforme Netflix, je pense qu'il l'apprécie depuis longtemps, il a envie que ça marche. Et aujourd'hui, comme beaucoup de réalisateurs, il se tourne vers eux parce que ils donnent la maille, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé avec eux, même Love, Death, Robot récemment, tu vois, par exemple, il est toujours là, en fait. Fincher. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais c'est une chose, les projets qu'il a déjà fait avec Netflix, mais là, pour moi, il y a un truc qui est pas anodin, c'est que c'est quand même un projet qu'il a depuis longtemps par rapport à d'autres, et qui est effectivement, il y a une implication personnelle d'un truc avec son père, et pour le coup, pour moi, c'est pas un hasard que ce soit Netflix, c'est aussi parce que Netflix, quelque part, ils prennent n'importe quoi des bons réalisateurs. Je veux dire, si ça se trouve, il a quand même... Il sait, je pense que Fincher sait lui-même qu'avec les autres studios autres que Netflix, il pouvait pas le faire, le film, et que là, c'est la seule opportunité qu'il a, et que quelque part, ils le prennent parce qu'ils ont envie de prendre n'importe quoi. Ils ont juste envie de prendre un grand nom, quoi. Parce qu'un grand nom, ça fait bien sur leur catalogue. Et moi, ce qui me fait peur... Ouais, mais il a sa famille. Alors il a sa famille de techniciens et tout, maintenant qu'il le suit. J'ai pas d'avis sur le film, mais je l'ai pas encore vu. Moi, ce qui me fait juste un petit peu peur, c'est que très souvent, quand on laisse... quand on met pas un peu la bride aux réalisateurs, même quand ils sont très très bons... Je veux dire, si le premier Star Wars est aussi bien, c'est parce que derrière, il y a Kurtz. Si Retour vers le futur est aussi bien, c'est parce que derrière, il y a le deuxième Bob, là, je sais plus comment il s'appelle, Bob Gale, tu vois. Donc, je sais pas, je dis pas qu'il s'est foiré, je dis juste que si jamais on lui a pas mis la bride sur un projet aussi émotionnellement important pour lui, il est peut-être possible qu'il explose en plein vol. J'en sais rien, on verra. Mais enfin, là, on va rentrer dans le débat philosophique, mais pourquoi il faudrait mettre la bride, en fait ? Non, c'est pas une bride, c'est juste que très souvent, les producteurs, c'est aussi une sécurité de... Bah moi, j'ai la tête dans le guidon, j'ai plus du tout de recul sur mon œuvre. Le fait qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur me permet de me dire, attention, rappelle-toi que ça, c'est plus très compréhensible. Ouais, ça arrive. C'est pas un débutant. Non, mais je dis pas qu'il s'est planté, je dis juste que c'est une possibilité, tu vois. C'est possible, mais après voilà, avec Netflix, écoute, ça passe ou ça casse. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de productions qui sont mauvaises, mais on les regarde pas celles-là. Mais par contre, les grands noms qui sont passés par Netflix, des films que j'ai pu en voir, c'est du cinéma. Alors c'est le seul dommage, c'est pas pouvoir les. On va pas relancer le débat. On en a déjà parlé dans El Camino, on a déjà parlé dans l'épisode sur Irishman. C'est vrai qu'on aimerait bien les voir au cinéma ces films-là, mais il n'empêche que c'est du cinéma. Oui. Enfin, Okja pour moi c'était du cinéma, Marriage Story c'était plus que du cinéma. Roma, ça m'a détruit émotionnellement. Donc Annihilation. Non, je pense. Annihilation aussi, oui, dans un autre registre, mais oui aussi, ça m'avait quand même marqué. Donc j'ai totale confiance en Fincher et puis j'ai totale confiance en Netflix qui, à mon avis, n'ont pas, ont laissé même peut-être carte blanche à Fincher pour le coup. Puis c'est un énorme perfectionniste, on va pas se mentir. Donc c'est pas le genre à se laisser non plus dire quoi faire ou quoi. S'il a pas le contrôle total, Fincher, il fait pas de film, à mon avis. Il a quand même des notions aussi de ça. À mon avis, il pense beaucoup business aussi, Fincher. Il fera pas il laissera pas partir son film n'importe où s'il sait que ça sera un four, quoi. Mais on a déjà ouvert un débat, peut-être qu'on va réouvrir tout à l'heure. Terminons déjà la BA pour commencer. J'ai envie de terminer sur la phrase où on voit un dialogue où on lui demande pourquoi Hearst, pourquoi avoir travaillé avec Hearst en dehors de sa Betty Boop blonde, c'est avec vous qu'il préférerait dîner. Donc ça, c'est ce qu'on dit à Mank. Ce à quoi Mank va répondre: connaissez-vous la parabole du joueur d'orgue de Barbarie et de son singe? Eh ben non, on la connaît pas. Non mais là, on se croit dans OSS 117, quoi. Laisse tomber, le gars, il dit de la merde. Non seulement je la connais pas, mais en plus, j'ai cherché et j'ai rien trouvé. Donc Mais oui. Mais non, mais ça fait un lien justement avec tout ce qu'on vient de dire, parce qu'en fait, simplement, la parabole du joueur d'orgue de Barbarie et de son singe, c'est que les joueurs d'orgue de Barbarie, à l'époque, mettaient des singes, des singes qui allaient chercher l'argent comme ça au milieu des gens, ça amusait et tout. En gros, le singe est à la merci du joueur, en gros, le joueur lui donne le rythme, et le singe est juste là pour agir un peu comme un esclave. Et je pense que justement, cette parabole, en fait, elle fait sens avec Mank, elle fera aussi peut-être sens avec Fincher, à qui on ne donne pas d'ordre, en fait. J'ai envie de parler de quelque chose, j'en parlerai. J'ai envie de le faire comme ça, je le ferai comme ça. Je ne suis pas le singe dans la parabole, justement. Je suis plus le joueur d'orgue de Barbarie. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous apporter. C'est possible que ce soit ça, en effet. La fin de la BA, le logo Netflix qui apparaît en noir et blanc, et non pas en rouge. On reste dans une constante de reconstitution technique de l'époque. Et le film sortira le 4 décembre, et c'est la fin de cette BA, les amis. Avez-vous envie de voir ce film ? Je pense que oui, mais on va quand même faire un petit tour de table. William, commençons par toi. J'ai envie de voir ce film parce que je suis un gros fan de Fincher. Je fais partie des gens qui considèrent qu'il n'a jamais fait de mauvais film. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas trop The Game. Moi, j'adore The Game. Donc j'adore Fincher, j'adore son travail, j'adore ses thématiques, que ça soit le labyrinthe, la ville, les émotions. Voilà, il aime nous perdre dans la psychologie de ses personnages. J'adore ça. Maintenant, j'ai deux...
Alors, j'espère 2 trucs. C'est que dans le film, j'aimerais qu'ils abordent 2 sujets qui sont très importants dans le Hollywood des années 30 jusqu'à 60 et que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'ils vont un petit peu l'aborder dans le film. C'est les légumes. Voilà, les légumes. Le Covid. Le Covid. Non, mais c'est l'importance des syndicats professionnels dans le monde du cinéma des années 30 parce que ça a posé beaucoup de problèmes, notamment des scénaristes comme Herman Mankiewicz, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir mettre en scène ses propres scripts. Voilà, c'était une règle tacite avec des syndicats qui séparaient les tâches dans le milieu cinématographique. Et le deuxième sujet, mais je pense pas qu'ils en traiteront, c'est la mafia dans le cinéma, puisque Hollywood s'est créé avec la mafia. Et pareil, c'est très, très passionnant et j'aimerais qu'ils abordent ces sujets-là. Je suis pas sûr qu'ils vont le faire, mais j'espère qu'ils vont un petit peu en parler. Je suis très pressé de voir le film. Je suis curieux de voir comment il a travaillé son image, parce qu'il a tourné avec des caméras 8K pour derrière reconditionner l'image pour en faire presque une image historique. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il s'est pas trop planté, mais j'y crois pas trop. C'est quand même techniquement quelqu'un d'assez balèze. Donc très 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 hypé. Très hypé. J'espère qu'il s'est pas trop laissé déborder émotionnellement par son script. Voilà. Clément, qu'en est-il pour toi ? Je plus sois avec tout ce que William a dit. Je suis complètement d'accord. Donc je vais pas redire la même chose. J'adore Fincher aussi. Je suis très content qu'il refasse un film de cinéma. Et moi, ma grosse attente, c'est Gary Oldman. Clairement, je mets déjà un prono dessus pour les Oscars. J'annonce cœur et raison. Je pense que c'est une incroyable performance. Il y a déjà des trucs qui ont fuité sur le tournage, comme quoi il y aurait eu un accrochage avec Fincher et tout. En général, c'est très bon signe. Donc voilà, j'attends une grosse perf de lui. Après, moi, j'ai une de mes chouchoutes dans le film qui est Tuppence Middleton, qui jouait dans Sense8 et qui a l'air de jouer la femme de Mankiewicz. J'adore cette actrice, je trouve qu'on la voit pas assez. Donc super qu'il l'ait engagée. Et puis voilà, la photo, l'histoire, tout m'intéresse. Donc je pense que c'est un mec qui a quand même pas eu vraiment beaucoup de prix dans sa carrière. Et je pense que là, ça sent très bon quand même le film à Oscar, quoi. Clémence, as-tu envie de voir ce film, Clémence, avec cette BA en noir et blanc ? Oui, j'ai envie de le voir parce qu'en général, j'aime bien les films de Fincher. Après, je suis pas non plus comme William à considérer qu'il fait que des bons films parce que, en fait, il y en a que j'adore et il y en a qui me laissent plus de marbre. Là, ce que j'aime bien dans cette bande-annonce, c'est que je retrouve ce que j'aime dans son cinéma, c'est-à-dire le surréalisme dans le réalisme. Le fait que les choses sont racontées avec une intensité et un truc qui fait que c'est un peu grandiloquent et que c'est hyper intense, hyper impressionnant pour raconter des choses qui sont en fait assez réalistes, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Donc, c'est pas non plus incroyable. Et... Donc ça me plaît parce que je trouve que ça se voit dans la réal, rien que dans la BA. Après, j'espère qu'il va pas juste dépasser la limite du grandiloquent au pompeux, parce qu'en fait, le noir et blanc, enfin, je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de préjugé sur le noir et blanc. Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu prout-prout, un tout petit peu pompeux dans l'esthétique, et ça me charme pas non plus que ça. Donc j'attends de voir. Et la dernière chose aussi, c'est que j'ai juste un peu peur de pas avoir les références qu'il faut, parce que j'ai toujours pas vu Citizen Kane, du coup. Et j'espère qu'il faut pas avoir vu Citizen Kane pour apprécier ce film. Voilà. J'espère plutôt que ça me donnera envie de le voir. Ouais, j'espère aussi que c'est pas trop élitiste. Non, mais il y a plusieurs choses qui me bottent pas. C'est le noir et blanc, c'est le côté ultra référentiel. Enfin, c'est en fait un peu des ingrédients qui, objectivement, au-delà du fait que c'est Fincher, en général, ne m'attirent pas plus. Ce sont des ingrédients qui, par exemple, avaient sorti les gens qui étaient allés voir le dernier film de Tarantino, qui connaissaient pas l'histoire, par exemple, de Sharon Tate et de Polanski, toi, qui sont passés totalement à côté du film. Est-ce qu'on risque pas d'avoir ce truc-là si tu connais pas tout l'univers autour de Citizen Kane, tous ces grands personnages que sont Hearst, que sont, tu vois, c'est vrai qu'il pourrait y avoir ce truc-là c'est tellement référencé, il y a tellement de name dropping que si tu les as pas, t'es totalement perdu, et ça pourrait être ça, je sais pas. Hein. Après, je pense que Fincher, il est pas con. Il sort son film sur Netflix. C'est quand même une plateforme grand public. Oui, c'est ludique, donc normalement. Je pense que le centre de l'histoire, ça va vraiment pas être des références. Après, je pense que si t'as vu le film et si tu connais un peu la bio, il y aura peut-être des clins d'œil que tu capteras plus facilement. Mais je pense que l'histoire, c'est quand même vraiment la vie de Mankiewicz. Enfin, j'espère. Oui, et puis, par exemple, personnellement, peut-être pour vous aussi, mais un autre exemple à comparer, pour moi, c'est The Irishman,
qui, pareil, dans sa bande-annonce, énormément de name dropping. On découvre une histoire qui nous parle pas forcément de Frank Sheeran, tout ça, de cette histoire de syndicat. C'est pas quelque chose qui nous a marqué, mais quand tu regardes le film, même si t'es pas au fait de ce fait divers, de cette histoire, enfin bon bref, de ce que raconte l'aspect biographique du film, t'es quand même dedans. Et moi, c'est ce que j'attends en fait de Manque, en fait. Même si je sais que je vais nager, comme tu le dis, Clémence, il y a des noms qu'on n'aura pas parce que forcément, c'est un cinéma des années 30. On n'était même pas nés, on n'était même pas une idée à l'époque, nos parents non plus. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui nourrit forcément notre cinéphilie, mais qui, à mon avis, moi, je serais vachement curieux de découvrir ça et j'espère que ce sera bien fait. Mais j'ai pas de doute aussi non plus. Il faut quand même vulgariser certaines choses et puis c'est Netflix, quoi. Mais ça me fait marrer que vous soyez aussi confiant. C'est marrant que vous soyez aussi confiant avec Netflix, d'une part sur le fait que ça va être à hauteur de tout le public, et d'autre part sur le fait que du coup Fincher est conscient, qu'il a l'habitude et tout. Moi, ce qui m'inquiète à l'inverse avec Netflix, c'est plutôt le fait que Fincher soit laissé tellement libre que là, sur ce truc, il puisse se planter et être complètement dans son délire tout seul et pas assez ouvert à tout le monde. Et d'autre part, voilà, c'est parce pour moi, il n'y a pas de garde-fou sur Netflix, donc ça n'empêche pas que ça peut être un truc pas du tout populaire, mais au contraire, c'est élitiste, quoi. J'ai peur que ce soit élitiste. Kevin, as-tu envie de voir ce film? Es-tu hypé par Eh bien, comme vous tous, oui. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, j'ai vraiment la sensation que... En fait, Fincher, pour moi, c'est vraiment un très grand réalisateur, mais il a quand même un défaut, c'est que souvent, il y a pas mal de ces films qui sont marqués par leur époque et qui, à mon avis, vieillissent assez mal. Quand tu revois Fight Club aujourd'hui, même si j'aime beaucoup Fight Club, je trouve que c'est un film qui a mal vieilli. Je trouve que Panic Room, c'est un film qui a mal vieilli aussi, par exemple. Ah non, tellement pas. Mais non. Attends, d'accord. C'est pas parce que je dis qu'ils ont mal vieilli que ça veut dire que je les aime pas. Ça veut dire que je me rends compte qu'ils sont ancrés dans une époque et que quelqu'un qui les découvre peut-être qui a pas vu ce film au cinéma ou qui était pas là au moment où c'est sorti, il va se dire bon bah c'est un peu vieillot, quoi. Ah Mais... ouais. Oh non, d'accord. Même Benjamin Button, hein. Benjamin Button, oui, mais dans Panic Room, il y a quasiment pas d'FX, donc c'est étonnant, tu vois. Bah, il y a que ça. Tu rigoles? C'est fou, quoi. Ouais, mais c'est il y a un plan séquence entier en image de synthèse. C'est justement l'effet spécial quand même assez basique, c'est des textures, des murs, enfin c'est un truc qu'on savait déjà faire depuis 20 ans, tu vois. Ouais, non, mais voilà, enfin bref, c'est que ça veut pas dire que j'aime pas William, t'inquiète pas, on est copains. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et là j'ai vraiment la sensation que il avait avoir enfin, en tout cas la bande-annonce me donne l'impression qu'il a une mise en scène qui est plus tenue, des effets qui sont plus pensés, et je nourris l'espoir que ça soit peut-être son meilleur film là-dessus, formellement parlant. Donc j'attends de voir. Romain, toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de voir le film ou pas? Ah ouais, non mais totalement. Bon, déjà, évidemment, Fincher, c'est un de mes réals préférés, comme pour vous. Je trouve que c'est une espèce de précurseur dans les effets techniques qui n'a pas hésité une seule seconde à chaque fois à insuffler de la technique dans sa mise en scène, même si aujourd'hui c'est un peu mal vieilli, ou à l'époque c'était quand même assez révolutionnaire. Donc rien que pour cet aspect un peu rebelle, un peu punk de David Fincher, j'aime beaucoup sa filmographie. Zodiac en tête de Social Network, qui pour moi est une leçon de scénario, une leçon de cinéma en règle générale. Foncez-y si vous l'avez pas vu. Donc déjà rien que pour ça, alors oui, j'ai envie de voir ce film pour ça. Et l'ABA aussi vraiment objectivement me botte, parce que je trouve qu'elle est super bien construite, décomposée en 3 actes qui vont nous annoncer à mon avis comment le film va s'orienter. Et là, l'effet reconstitution, hommage à Hollywood des années 30, j'adore ça. En plus de nous parler d'un pan historique de l'histoire du cinéma américaine qui à mon avis va être passionnant, qui sur le papier ne peut ne pas l'être, mais qui peut l'être en film. J'ai vraiment hâte de voir tout ça mélangé avec la vision de Fincher, sa reconstitution technique, aussi des décors, et l'incarnation de tous ces personnages mythiques qui ont fait le cinéma par d'autres acteurs mythiques aujourd'hui. Je pense que ça peut faire une super bonne recette. J'espère juste que ce sera délicieux. Voilà. En tout cas, ce film est un film en noir et blanc. Je vous l'apprends pas, mais si à 60 ans, t'as toujours pas réalisé un film en noir et blanc, alors qu'il y a la couleur, depuis longtemps, voilà, t'as raté ta carrière. Et il est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui, en plus de réalisateurs qu'on aime, plus ou moins, mais je veux dire contemporains, qui sont passés par la case noir et blanc, par simple, je sais pas, choix artistique, ou un choix aussi de reconstitution, ou je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, ils l'ont fait. Par exemple, Joel et Ethan Cohen ont fait un film en noir et blanc.
Oui, putain. The Barber. Exactement. The Barber. The Barber, voilà. J'allais vous donner l'indice qu'il faut que j'y aille très prochainement. Eh ben The moi aussi, Barber. je pense. Si j'en parle, c'est parce que le même principe que pour David Fincher avec Mank, ils ont parlé aussi eux du cinéma de ces années glorieuses du Hollywood. Je crois que c'était les années 50 pour le coup dans leur film. C'était avec Ave César. Ouais, mais ils en ont aussi parlé avec Barton Fink. Hein. C'était Effectivement. C'était les années quoi à peu près la même époque. 50 aussi. Par contre, dans The Artist de Michel Hazanavicius, qui lui aussi est en noir et blanc, la reconstitution est poussée à fond. Comme pour Mank, j'ai l'impression. Hein. On est sur une reconstitution déjà technique avec le petit grain qui va bien. Je crois que même la fréquence d'image avait été changée, il me semble, pour reproduire au mieux le cinéma des années 30, qui rend hommage au cinéma américain. Mais il y a un autre film aussi, de Tim Burton, qui fait exactement la même chose. Ed Wood. C'est un de mes films préférés. On va parler un peu comme ça pendant quelques minutes du cinéma, de ce qui pousse les cinéastes d'aujourd'hui à rendre hommage à leur première référence, à leur grand film, c'est-à-dire au Hollywood des années 50, 60, 30, ça dépend. Et je voulais faire un lien avec ce film parce que ce qui est marrant, en fait, dans Ed Wood, j'ai l'impression que c'est l'inverse total de ce que peut être Mank. Parce qu'il y a utilisation du noir et blanc, effectivement, pour représenter la période cinématographique à l'époque des années 50, parce que je crois c'est ça, hein, Ed Wood, c'est dans les années 50, avec Bela Lugosi et tout, qui nous parle du pire réalisateur de tous les temps, qui est Ed Wood. Donc ça, c'était le parti pris de Tim Burton, alors que lui, on a l'impression qu'il va parler du meilleur réalisateur de tous les temps, avec Orson Welles dans Mank. Mais je fais une objection, votre honneur. Orson Welles apparaît dans Ed Wood. Et c'est une scène qui est totalement inventée, bien sûr, où Orson Welles parle avec Ed Wood et en gros, il lui donne des conseils de réalisation. Et c'est Vincent D'Onofrio qui joue Orson Welles. C'est vrai, excellent dîner. Trop bien. Merci pour la petite anecdote. J'avais complètement Mais oublié. du coup, Vincent D'Onofrio, ça me fait penser à un autre film qui est The Player de Robert Altman. Où il y a Vincent D'Onofrio qui est trop beau gosse dedans et The Player, ça parle de Hollywood. Donc il y a énormément de films comme ça que peut-être vous aimez. Hein. En tout cas, moi j'aime beaucoup quand on parle du cinéma d'il y a longtemps parce que c'est toujours sympa de voir ça en images. En plus, vu par de superbes réalisateurs la plupart du temps. Mais voilà, je voulais faire ce lien-là avec le cinéma. Pas seulement le noir et blanc, mais ce cinéma, à part la parallèle technique qui est le noir et blanc, il peut exister entre Orson Welles, Mank et Fincher une espèce de jeu de miroir. Vous n'avez pas l'impression justement qu'il utilise cette astuce de parler de cinéma pour raconter son cinéma en parlant du cinéma d'un autre? Ça serait assez logique dans une démarche artistique pour coller au cinéma d'Orson Welles, parce que déjà dans Citizen Kane, sans vouloir spoiler quoi que ce soit à ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a beaucoup de jeux avec le miroir, justement. Il y a beaucoup. D'ailleurs, c'est une des principales innovations du film, au-delà des transitions et de certains cadrages, c'est surtout ce jeu avec la perspective à travers le miroir donc ça ferait sens, en fait. Il ferait finalement que rendre hommage à Orson Welles. Ouais, mais moi j'ai l'impression que ça fait sens parce qu'il faut savoir que David Fincher, on n'a plus besoin de le présenter aujourd'hui, c'est certainement un des cinéastes les plus talentueux de sa génération, et c'est une génération qui a commencé avec beaucoup d'innovation peut-être à ce moment-là, parce que lui il est très technique, c'est un réalisateur qui est très technique, qui ne laisse rien au hasard, il est ultra perfectionniste, on reproche aussi son côté tyran sur certains de ses tournages, mais en tout cas le fait de vouloir imposer sa technique dans certains films, on se souvient du plan séquence d'ouverture de Fight Club ou le plan séquence dans Panic Room, même si la qualité du film ne suit pas, ça a quand même été un des premiers à vouloir utiliser le FX, la 3D pour servir sa mise en scène, parce que c'est ce qui facilitait sa vision. Et ça, j'ai l'impression que c'est un parallèle aussi avec, à l'époque, Citizen Kane et Orson Welles, qui lui aussi était un visionnaire, et par contre à une époque où il y avait tout à inventer, où il a inventé des plans de caméra, où il a inventé une façon de raconter, et on retrouve ça aussi dans The Social Network, où on suit 3 procès en même temps, donc 3 histoires en même temps, mais dans un tout qui fait sens. Et je me suis dit bêtement en regardant la BA que peut-être pour David Fincher, parler d'Orson Welles, ce serait aussi un peu comme parler de lui-même et de dire aux gens, mon cinéma est comme celui d'Orson Welles, un cinéma rebelle qui est là pour apporter de nouvelles choses au cinéma. C'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si vous avez ça. Et il n'y a pas que l'aspect innovation. Pour moi, il y a aussi l'aspect paria. C'est que Orson Welles a eu énormément de mal à faire financer chacun de ses films, au point qu'il en a laissé 2 ou 3 qui sont carrément inachevés.
Et dans un qui est sorti sur Netflix d'ailleurs, mais que j'ai pas vu. Et je pense qu'il y a cette même vision de dire que les artistes ont du mal quand même à exister dans cette industrie et que chaque film est vraiment un combat pour eux. C'est le cas pour Fincher, c'est le cas aussi pour des gens comme Aronofsky ou quoi. Et que dès que tu fais des films qui veulent casser les codes et créer des choses nouvelles, c'est un combat et c'est une lutte, quoi. Ouais, exactement ce que tu es en train de dire, Clément, je suis tout à fait d'accord parce que pour moi, le point commun entre les différents films plus ou moins anciens qui parlent de l'industrie d'Hollywood à cette époque-là, et en fait ça s'applique aussi à aujourd'hui, c'est la thématique de l'artiste versus le businessman, quoi. À chaque fois, en fait. Voilà, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres films, que ce soit qui parlent de sport, qui parlent, je sais pas, d'art en général. Il y a souvent cette opposition entre le gars qui pense avec les dollars et le gars qui pense avec son cœur d'artiste. Et même dans Ed Wood, alors que c'est un réalisateur qui est très mauvais, même dans Ed Wood, il n'arrive pas à faire financer ses films et il est obligé d'aller dans une église pour trouver des financements et d'aller se faire baptiser. Enfin, Ah, c'était une époque où Tim Burton était capable du mieux. Ah là là. Mais est-ce que je peux faire une petite parenthèse du coup, parce que y a un truc que j'ai trouvé intéressant récemment, c'est la série de Ryan Murphy Hollywood, qui pour le coup parle aussi de ce milieu-là, mais ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que finalement ça prend l'angle de ceux qui font le business, les producteurs et tout, peuvent aussi monter à bord d'un truc artistique et d'une vraie vision d'artiste, et c'était très positif de ce côté-là, et en plus dans la réalisation, l'esthétique de la série, c'est hyper coloré, et je trouve que ça change vachement de tous ces films auxquels on est habitué, dans lequel s'inscrit celui de Fincher, qui ont un côté très classique et très imposant parce que ça parle d'Hollywood et tout. Là, je trouvais que la série de Ryan Murphy était beaucoup plus à hauteur de tout le monde et très coloré et très vivant. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous poser une question parce que c'est vrai que la série Hollywood, elle est superbe, mais elle se base sur une uchronie en fait, qui imagine comment aurait pu être le cinéma d'Hollywood dans les années 50, je crois, 50-60, si les gens avaient été moins cons en fait et qu'ils avaient laissé plus de place à la diversité. Et c'est super intéressant parce que ça fait aussi penser au film, et c'est en lien avec la BA d'aujourd'hui, au film de Tarantino l'année dernière, Once Upon a Time in Hollywood, où c'est un énorme hommage aux années 70, à son Hollywood à lui, où il a tout appris en fait. Et pour moi, voilà, on est aussi dans une envie de certains réals de raconter d'où vient leur passion. Et j'ai l'impression que c'est avant toute chose ce pourquoi ils font des films sur le cinéma, parce que c'est un sujet dont on peut tout faire avec. Il y a tellement d'histoires comme ça, une histoire toute bête entre Mank, Orson Welles et Hearst qui est pas superbe sur le papier, qui peut devenir folle en fait en film. Tu dis raconter, mais je pense que c'est aussi réinventer. Et c'est ça qui est beau, c'est que à mon avis, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la biographie de Mankiewicz, mais c'est d'utiliser ça comme un filtre en fait pour nous mettre dans une position de voyeur un peu de cette industrie. Et je suis pas sûr que ce soit peut-être ultra fidèle sur le plan biographique, mais en fait on s'en fout quoi. Il en fait un personnage. Vous pensez qu'il y a une possibilité, un peu comme Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, d'avoir une uchronie dans cette histoire sur Mank, Orson Welles ? Non, je pense pas. Vous pensez qu'il peut lui s'approprier l'histoire ? Je pense pas, et puis c'est pas trop son genre à lui, c'est pas trop le genre de Fincher de faire ça. Ça m'étonnerait qu'il parte dans un délire tarantinesque. Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood, s'il fait une uchronie, c'est parce qu'il a des comptes à régler, entre guillemets, avec un traumatisme qu'il a vécu, quoi. Et comme toute la société américaine à l'époque. Là, Fincher, il parle d'un temps que même lui n'a pas connu, hein, finalement. C'est juste une légende, il va juste la réinterpréter, nous la raconter, et je le vois très mal partir dans des délires uchroniques. On sera pas dans une réinvention de l'histoire, en tout cas. On va être dans une adaptation, mais elle sera pas réinventée. En tout cas, on vous a dit tout ce qu'on pensait, nous, de Mank. Nos attentes, elles sont là, vous les avez. Mais qu'en pensent les gens sur les internets ? Ça, c'est une question qu'on va tout de suite ouvrir avec Clémence et la chronique du Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Le Comme ci, comme ça qui réunit les commentaires, les attentes sur les internets que Clémence nous a répertoriés, réorganisés, triés sur le volet. Que disent les gens sur Mank ? Ont-ils envie de le voir, ce film ? Clémence. J'étais sur mon canapé, j'étais pas sur le volet parce que ça... J'ai pas de volet en fait chez moi, mais c'est pas grave. Sur les mots. Elle jongle en plein match. Trier sur le canapé. Trier sur le canapé. Alors, nous avons James Ford qui est enthousiaste comme plein de personnes, qui dit « Vu le trailer,
Je sais pas si je vais être emportée par l'intrigue de Manque, mais je trouve la réa et la photo sublimes. Ne parlons même pas du cast. Ok, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le chef-op de Fincher pour ce film, c'est toujours le même ou pas? Je n'ai pas regardé. Ce n'est pas Jeff Cronenworth qui est son chef-op habituel, c'est Eric Messerschmidt qui est le chef-op de Mindhunter. Ah, bah voilà, c'est valeur sûre, parce que l'image de Mindhunter, elle est canon. Est-ce que tu éclaires un film en couleur comme tu éclaires un film en noir et blanc? Je ne pense pas. Mais pas du tout. Sûrement pour ça. Eh non, absolument pas. Et non. D'autres commentaires, peut-être, Clémence? Oui, un commentaire de Tib Mort qui a dit « Ébahi, mon rêve vient-il de se réaliser? Un film moderne à l'ancienne ?» Ah, j'aime bien, un film moderne à l'ancienne. J'aime bien ce genre de rêve. Ouais, un film après, moderne à l'ancienne. il a rêvé depuis trop longtemps, parce qu'il y a eu pas mal de films modernes à l'ancienne quand même. Hein. Mais bon, on lui dira. Mais j'aime bien cette expression. Peut-être qu'il a 4 ans. Il y a un commentaire d'Aurélien Chaumeurs qui m'a fait rire, mais plus parce qu'en fait, il m'a fait imaginer tout un film. En fait, il tag Isabelle Fontaine et il lui dit « Isabelle Fontaine, je veux voir ce film à sa sortie. Bloque tes consultes !» Et du coup, je me suis imaginé. Je me suis dit « Putain, c'est quoi c'est une Je suis sûre qu'elle est podologue. » Genre, bloque tes consultes. Madame Fontaine ne pourra aujourd'hui vous recevoir. Elle est actuellement au cinéma. Elle est au cinéma, enfin sur Netflix. Elle est sur son canapé en train de manger des gros pop-corn. D'autres commentaires? Ouais, j'ai un autre commentaire un peu plus long qui est assez marrant, de Killer Rice, qui dit « J'adore Fincher, c'est un de mes réals préférés, mais je suis un peu déçu de ce choix de film. Je le regarderai évidemment, mais le sujet ne m'emballe pas trop, mais ayant vu Citizen Kane que j'ai trouvé assez ennuyeux, reste Gary Oldman pour convaincre car le reste du casting, bof. On a trouvé Fincher plus inspiré d'habitude et tout le film sera en noir et blanc. Quelques scènes, pourquoi pas, mais le film entier. Mais il a l'air risqué ce film, après ça reste un Fincher, donc j'espère me tromper. Mais je le déteste. J'aime beaucoup Citizen Kane, mais il pourrait rajouter quelques Transformers quand même. Non. C'est ça, c'est... Pourquoi cette absence de robot? C'est le genre de mec à se poser des questions, il répond tout seul, tu sais. Faudra-t-il y aller? Oui, je pense. Mais est-ce que vous croyez du coup que qu'ils peuvent perdre en public juste parce que c'est en noir et blanc? Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié du tout en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires. Ouais, il y a plein de gens, ils aiment pas ça le noir et blanc. Voilà quoi, écoute. Tant pis pour eux. Hein. Bah oui, mais il y a des gens qui trouvent que ça fait vieux. Voilà. Donc le noir et blanc, c'est très beau. Ouais. Bon, bah merci Clémence. Et le fait ton titre. Le fait ton titre, je pense que c'est le manque à gagner de l'émission d'aujourd'hui. Grosse blague. Et on y va. Comment ça, le manque à gagner? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, ça veut rien dire, mais c'est rigolo. Ça veut rien dire, mais le jeu de mots est là. J'ai pris le premier jeu de mots qui passait, voilà. Ah, allez, c'est parti, fais ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Fais ton titre, le manque à gagner donc d'aujourd'hui. Pour renommer Manque, M-A-N-K, 4 lettres qui ne nous emballent pas. Nous avons donc trouvé d'autres titres à ce titre. Et quel est donc ce nouveau titre? Tu dis beaucoup de fois titre. Hein. Beaucoup de titres. Avez-vous des titres? Oui. Allez, on commence par Clément. Alors, moi j'ai Asocial Network, parce que j'ai l'impression que c'est l'histoire de quelqu'un qui reste dans son lit et qui sort pas beaucoup dans le monde. Pas faux. J'aime beaucoup. Et sinon, j'avais Script Hunter, parce qu'il cherche à écrire un scénario. Il chasse le scénario. Le scénario sauvage est très dangereux. Sympa. Ouais, t'étais inspiré par la filmo. J'aime beaucoup Asocial Network. Très joli. Mais c'est parce que ça fait référence à ton film préféré, Romain. C'est pour ça, on comprend le favoritisme. Très bien. Non, c'est Zodiac, mon film préféré de Fincher. William, des titres. Oui, j'en ai un seul, mais que j'aime beaucoup et que je vais défendre bec et ongle, et j'ai plein d'arguments pour le défendre. Plein. Attends, passe pas maintenant alors. Tu passeras en dernier. Oh merde, la pression. Kevin, alors moi j'ai des titres mais ils sont vraiment nuls, mais je les défendrai pas, j'ai aucun argument. Alors j'en ai un. Comme j'ai l'impression que c'est un film qui parle d'un alcoolique, j'en ai un que c'est Rose Budweiser. Voilà. J'avoue, c'est pas mal. C'est génial. Ah, je vote. Génial. Je vote pour. On s'arrête là. Ensuite, j'ai un autre titre qui fait référence à un très grand film comique des années 90, c'est Herman. Elle est où ma scène? Voilà. Ça c'est non, Ah, c'est non.
C'est un grand nom. Je vous ai dit que j'avais pas d'argument. T'es capable du meilleur comme du pire, Est-ce quoi. qu'on C'est peut dingue, hein. expliquer pour les auditeurs nuls comme moi? C'était pour Eman, elle est où ma caisse? Enfin bref, c'est un jeu de mots de merde. Oh putain. Ouais, en français, c'est Emek, elle est où ma caisse? Et tout à fait. Bon, sinon, j'en ai un autre. C'est le dernier, et vous serez libérés. Comme j'ai l'impression que l'écriture de Citizen Kane a quand même été douloureuse pour Mank, c'est Aux larmes citoyen. Et là, c'est incroyable, parce qu'il y a un jeu de mots et tout. Oh. Tu vois. Et puis, en catchphrase, It did not get wells. What? J'ai pas compris. It did not get wells. Oh là là, mais là, c'est Alors ultra recherché. Là, c'est du jeu là. de mots de qualité. Franchement... C'est presque trop technique. Bah, là, c'est à l'image de Fincher. J'ai voulu lui rendre hommage avec ce titre. C'est vrai. Moi, je vote Rosebud Wise. Attends, t'as pas entendu mon titre. Il y a Clémence et moi aussi d'abord avant toi, William. Clémence. Moi, je vais pas gagner, à mon avis, mais je vais quand même vous le dire. J'étais pas inspirée, alors j'ai commencé par faire manque d'alcool. C'était un titre. Attends, j'en ai un. Manque de temps. Ouais. Manque de couleur. Ouais. et mon dernier, il est... En fait, c'est Inkwell. Est-ce que vous savez ce qu'est Inkwell? Des imprimantes? C'est une type... Alors, Inkwell, en fait, c'est un filtre Instagram en noir et blanc. Et du coup, mon idée, c'était Inkwell en titre comme le filtre Instagram et en catchphrase Hollywood au filtre de Fincher. Mais c'est trop, trop Instagram, quoi. C'est trop gens. Ouais, on est des boomers, nous. Instagrammeuse. Moi, j'en ai des pas ouf non plus, mais comme il faut participer, les voici. J'ai Citizen Kane Origins. Voilà, simplement, c'est basique, hein, mais j'aime bien Citizen Kane Origins, je trouve que ça claque. Tu t'es pas fait chier, hein? Non, je me suis pas fait chier, même pour celui-là, Manque, M-A-N-Q-U-E, juste pour exprimer le manque de plein de choses pour nous, comme non. Le mec s'est vraiment pas fait chier. Ok, et puis... Et j'ai voulu parodier, m'inspirer, c'est pas une parodie vraiment, mais j'ai voulu m'inspirer d'un autre film qui parle à peu près de la même chose, d'un enfer de tournage, pas vraiment un enfer, mais qui est Dans l'ombre de Marie, un film Disney qui raconte l'histoire de Walt Disney qui a dû batailler pas mal de temps avec l'autrice de Mary Poppins afin de pouvoir avoir les droits. Et donc je voulais appeler le film Dans l'ombre d'Orson. Voilà. J'ai cru que tu voulais l'appeler Tom Mank. J'ai pas compris. N'importe quoi. Tom Par Hanks. rapport à Animal Crossing? Non, Tom Hanks. J'étais en mode Tom Nook. Bref, je m'élimine. On va d'abord écouter les titres de William. Moi, je m'élimine direct déjà en tout cas. Alors moi, j'en ai qu'un seul. Mais je l'aime parce que il fait référence à un autre film. Il fait référence à plein de choses aux États-Unis et surtout à un film que j'adore. Alors, mon titre, c'est Hollywood Boulevard. Qui a les références? Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, qui est un film qui parle déjà d'un scénariste. Sunset Boulevard, qui est parallèle à Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, sur laquelle il y a toutes les stars américaines qui sont gravées dans le sol avec leurs étoiles. Et en plus, c'est un film des années 50 qui était le summum du cinéma... de cette période-là, de l'âge d'or du cinéma américain. Wow. Hollywood Boulevard. Oui, mais Moi, j'aime bien, mais il faut voir si on fait le choix de la drôlerie ou du sérieux. C'est vrai. Non, mais là, William, par rapport à ce que tu viens de me dire, franchement, c'est super poussé, c'est super recherché, c'est fin, ça se mange sans fin. Je sens venir le truc. Mais arrêtez. Tout ce qu'il y a avant le mai ne compte pas. Avant un mai, ça ne compte pas. Exactement. Je suis dégoûté. Mais il n'y a pas de mais juste non. Tout ce qu'il y a avant le nom, non plus. Ah, la cruauté du mec. Ah, la méchanceté. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que William, il fait des énormes recherches à chaque fois. Je te mais jure. ouais, non, mais franchement, c'était hyper recherché. En et plus... quelque part, c'est touchant. mais quelque part, t'es au-dessus de nous parce que c'est. Oui. N'en faites pas trop, parce que je perds quand même à chaque fois. Mais si j'étais au-dessus de vous, je gagnerais à chaque fois. T'es le meilleur d'entre nous, William. Mais voilà. En fait, t'es un mec pur.
T'as pas le vice de Kevin. Non mais c'est recherché, c'est pointu, c'est étudié, mais voilà, il fallait mettre Visor après Rosebud et puis ça fait un titre. Et t'aurais gagné, tout simplement. Non, bravo Kevin, tu nous as convaincu avec Rosebud Visor, ça fait sens avec l'alcoolisme de Mank et avec évidemment le mot culte de Citizen Kane. Voilà, il faut rappeler que Rosebud c'est le mot qu'il y a dans Citizen Kane et ce sur quoi tourne autour tout le qui est la clé de l'intrigue. Exactement, Rosebud Visor. Pas de catchphrase t'en avais une, Kevin? Pardon, je me souviens plus. Bah, j'en avais une, c'était It Did Not Get Wells, avec mon accent anglais merveilleux. Mais c'est pas ouf, c'est juste Sinon, tu fais Hollywood brassé par Fincher. Oh, c'est génial. Voilà. Budweiser, brasserie, la bière. Ouais, c'est pas mal. Ou alors Fincher brasse Hollywood. Ouais, c'est pas mal, très bien. Et puis en petit, tout en bas à gauche, tu mets une astérisque et tu mets Hollywood Boulevard. Ça se passe, une petite astérisque en mode ça se passe sur Hollywood Boulevard. Non, je veux pas de votre pitié. À côté de Sunset Boulevard. Eh ben, ce sera Rosebud Visor et je veux vous dire pourquoi. Parce que l'alcool, parce que United States, parce que c'est de la bière from là-bas et parce que Rosebud et parce que tout ça fait sens et bravo Kevin. Bravo. On reste du coup sur la catchphrase imminente de Clémence qui est Fincher brasse Hollywood, Rosebud Visor. Et excellent. Voilà. Bravo. C'est un très bon titre, c'est une très belle catchphrase. Vous avez bien travaillé. Et désolé William, mais bosse encore. Ou bosse moins. William, il faut que tu régresses. Doit poursuivre ses efforts. Alors, voilà pour ce qui était de la partie BA, de discuter du cinéma de Fincher, de discuter du Hollywood des années 30. Stop, puis on y va, hein, match retour de Peninsula, et oui, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour. J'étais pas un zombie, j'avais juste le Covid. Match retour de Peninsula de Yong Song Ho. Oh oh oh. Oh merde. Commence très très mal cette histoire. Très mal. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, avant de savoir ce qu'on en a pensé, on va d'abord se faire comme d'habitude l'histoire imaginée dans la partie BA, dans l'épisode numéro 44. Alors accrochez-vous, c'est parti. Dans un monde post-Covid amorcé 4 ans plus tôt par Seoul Station et Dernier Train pour Busan, un homme couché au visage meurtri se réveille dans un vestiaire de cours de pole dance et demande s'il y retournera un jour. Mais où ça? Sur scène ou à Zombieland? Mystère. Mystère de courte durée car le gringo Benoît Poulvord débarque avec ses gros sabots. Ce dernier a un plan. Envoyer une équipe récupérer un camion plein de dollars à Zombieland. L'équipe prend alors le large et arrive dans une ville dévastée et envahie de zombies. Ils ne craignent pas grand-chose s'ils restent discrets car les monstres sont miro dans la nuit. Sauf que le combo coup de plus klaxon de camion vient tout niquer. C'est le début des emmerdes. L'équipe sera rétamée en 2-2 sauf le héros qui lui se fera sauver par une mini Vin Diesel de 14 ans. Et oui, en zone zombie, on peut avoir le permis plus facilement. Notre héros rejoindra un petit groupe de survivants, dont une gamine geekette diverseuse de zombies. Et ensemble... Ils survivront, ou pas? C'est voilà. Moi qui fais. Et ensemble, ils devront survivre face aux méchants humains dans d'infernales courses-poursuites qui partent dans tous les steaks. Bref, bienvenue dans Mad Max Zombie Road. Alors oui, est-ce qu'on est dans la vraie réalité avec notre pitch imaginé grâce à sa BA? Ça, on va le savoir avec la vraie histoire. Et c'est à Kevin de désigner aujourd'hui qui va résumer la vraie histoire de Peninsula. Car tu as gagné le fait ton titre, Kevin. Bravo. Oui, bravo. Pour ton génie. Je l'ai gagné. Qui va résumer? William, il va résumer. Finalement, on n'était pas très loin. J'ai l'impression qu'on s'est pas trop trompé. Donc, on va suivre un ancien flic qui a perdu sa sœur. Militaire. Ah pardon, excusez-moi. Ça commence bien. En France, ça. Donc on va suivre un ancien militaire qui a perdu sa sœur lors de l'évacuation. On va lui donner une mission avec son beau-frère, c'est d'aller chercher la moula en zone zombie. Il va y aller, ça va être un peu le bordel. Et en effet, il va être secouru par une famille isolée.
Ils vont devoir se battre contre les loupards de la zone zombie. On n'était pas très loin, c'était plutôt. Voilà, c'est vrai que c'est vite résumé en fait ce film. Ouais, bah c'est en gros ça, oui, bien bravo. Bah écoute. Bon, bah, on peut y aller, hein. Ah, c'est toi qui dis si c'est bien résumé maintenant. D'accord, ok. T'as pas réussi à le piéger sur ce coup-là. Alors du coup. Douille, pas douille. Douille, pas douille. Douille, pas douille. Douille, pas douille. C'était une douille. Douille, pas douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille qui nous permet de savoir si la BA que nous avons analysée dans l'épisode 44 était fidèle au film que nous avons vu. Est-ce qu'elle vendait bien l'œuvre finale? Alors, tout de suite, le douille ou pas douille, c'est reparti les amis. Wow. Qui va commencer? Allez, à ma droite, Clémence. Douille ou pas douille? Eh ben, pas douille, parce que je crois que j'imaginais quelque chose de pourrave. Et bon, je sais pas si j'ai eu quelque chose de pourrave, mais je me suis endormie les 3/4 du film. Voilà. C'est vrai que pour résumer, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment bien accueilli la BA. Pour nous, c'était beaucoup trop action comparé à ce qu'avait pu proposer Yong Sang-ho dans ses 2 précédents films. C'était vraiment là du gros Hollywood chewing-gum versus Corée, versus zombie, versus gun, versus Mad Max. Donc bof. Toi, William, douille ou pas douille? Comme Clémence, plutôt pas douille. Je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable et c'était vraiment pas incroyable. Donc pas douille, effectivement. Douille. Clément, douille ou pas douille? Alors pour ma part, c'est une douille positive car j'avais détesté la bande-annonce, vraiment ça me faisait pas du tout envie et j'ai plutôt bien aimé le film. Ah, c'est bien, on va avoir à ma propre surprise. Et toi Kevin, douille ou pas douille? Les deux. Où il improvise. Mais lui, il se sent plus. Le retour du oui mais. Incroyable. Non, c'est pas une douille parce que c'est ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un film qui est quand même en dessous de son grand frère. Mais c'est aussi une douille parce que j'ai l'impression qu'il y aurait de l'action tout le long, mais en fait on se fait chier longtemps quand même. Voilà. Je te rejoins un peu sur le douille et pas douille en fait. C'est vrai que j'avais pas du tout aimé la BA, ça vendait rien de bien. Par contre, ça a été un peu rattrapé par le film, mais la qualité du film, on va en parler tout de suite. C'est pas non plus folichon, quoi. Donc, c'est pas vraiment une douille positive pour moi. C'est pas à 100% une douille positive, c'est une douille entre 2 chaises. Est-ce que c'est Visualisez bien les auditeurs. 2 chaises, une douille au milieu. Est-ce que c'est un on s'en bat les douilles? Oh. On peut s'en battre les douilles. On va le savoir tout de suite avec nos avis, tout de suite sur Peninsula. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Est-ce que je peux commencer? Mais bien sûr, parce que Clémence. j'ai pas tant de choses que ça à dire, donc ce sera plus intéressant après. Voilà, dans mon rêve, voilà ce qui s'est passé. J'ai dormi et en termes de qualité filmique, du coup, c'était pas incroyable, mais en termes de sommeil, c'était pas incroyable non plus parce qu'il y avait tellement de bruit de moteur pendant tout ce film et de mitrailleuses et tout que j'avais même du mal à dormir. En fait, j'étais entre deux, quoi. T'as pas eu un très bon sommeil avec ce film? Ouais, j'ai eu un sommeil intermittent. Je me suis réveillée à certains moments du film pour voir des choses et ce qui me fait dire que le film va incroyable en termes d'histoire, c'est que les moments où je me réveillais, j'avais l'impression de pas avoir loupé grand-chose en fait. J'avais dormi facile 20 minutes par-ci par-là et j'étais pas perdue. Ça me fait pareil avec Plus belle la vie. Plus belle la vie, tu peux revenir 3 mois après, tu captes tout. Il y a moins de moteur quand même. Bon, après, ceci dit, le film, je pense qu'il n'a pas vocation à raconter une histoire de ouf, donc je vais pas non plus les reprocher ça. Je pense que c'est avant tout un film d'action et c'est en ça qu'il se démarque de Dernier Train pour Busan et ça peut être assumé, ça je suis pas contre. Ce qui m'ennuie plus, c'est que j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient un peu ridicules, ça me sortait complètement de l'action. Il y a beaucoup de courses de voitures justement et il y a beaucoup de 3D, je crois, c'est pas des vraies voitures. Il y a des raccords 3D un peu space. Et elles sont ultra accélérées et ça fait pas réaliste du tout, tellement elles vont vite et tout. Moi je trouvais ça ridicule, donc j'arrivais pas à être à fond dans les scènes d'action. Et à côté de ça, il essaye quand même aussi de mettre un peu d'émotion sur des histoires de personnages et je trouve que l'émotion, elle est vraiment forcée, quoi. En fait, c'est du ralenti sur l'émotion et de l'accéléré sur les scènes d'action, donc ça fait un film trop bizarre qui ralentit, accélère tout le temps. Et qui t'a empêché de dormir, c'est surtout ça qu'on retient. Ouais. Ah, le salaud, alors que t'as du mal en ce moment en plus. Non, mais par contre, un truc, c'est que si je l'avais vu au cinéma, et malheureusement la situation fait qu'on n'a pas pu le voir au cinéma, on était obligé de le regarder chez nous. Si je l'avais vu au cinéma, c'est sûr que je me serais pas endormie. Donc là, vraiment, faites quelque chose, le gouvernement, quoi, parce que il y en a marre en fait, de s'endormir devant les films. Chez moi, je m'endors sur ma méridienne. C'est une conspiration pour que tout le monde dorme enfin bien. Pendant Peninsula. Tout se base autour de ce film. Oui, c'est clair.
Toi, Clément, du coup, pour contrebalancer un peu avec ta note positive. Je vais pas trop contrebalancer parce que je suis d'accord sur les défauts que tu as soulignés, Clément. C'est les 2 défauts que j'avais notés moi aussi, c'est-à-dire des CGI pas ouf sur tout ce qui est partie voiture. Après, j'ai du mal à lui en vouloir pour ça. C'est pas non plus un film hollywoodien et j'imagine que le budget il est ce qu'il est. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des effets spéciaux qui passent pas très bien. Et la deuxième chose, c'est l'émotion forcée. Complètement d'accord, je l'avais noté aussi. Je trouve que autant dans le 1, tu peux verser ta petite larme sans crier gare alors que tu es dans un train. Je sais pas où je vais là. Mais dans celui-là, l'émotion elle est complètement forcée, et notamment à la fin où la petite fille elle pleure, la mère elle pleure, tout le monde pleure. Tu fais bon, ok, en fait, pourquoi j'ai pas d'émotion? Parce que les persos sont quand même moins attachants que dans le premier. Pourquoi ils sont moins attachants? Parce qu'il y en a trop. Pourquoi il y en a trop? J'en sais rien, arrête. Tes questions. Mais t'as pas aimé en fait. Non, voilà, donc ça c'est les 2 défauts que j'ai trouvés. Après, si je peux attaquer un peu le positif, parce que il a sorti sa note là. Le mec il sort un papyrus, tu sais. C'est un parchemin le bordel. Je ne sais pas quand est-ce que vous récupérez la parole. Non, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je trouve pas que ça soit du tout lambda en termes de réalisation ou de technique. J'ai trouvé que c'était assez magistral, notamment la photo. Je trouve que ça va encore plus loin que dans le premier. On sent vraiment que c'est un mec qui vient de l'animation. Il a vraiment un art du cadrage que je trouve assez fou. Moi, j'avais envie de mettre pause toutes les 5 minutes tellement je trouve qu'il y a des plans qui sont à tomber par terre avec le bateau à la fin, le Fight Club. Enfin, il y a plein de trucs qui me reviennent comme ça du film qui me restent visuellement. Après, en termes de scénario, c'est simple. C'est pour pas dire simpliste, c'est vraiment qui va ramener le camion où il y a l'argent. Voilà. Il y a plusieurs équipes qui se disputent ce camion où il y a plein d'argent dedans et au milieu il y a des zombies qui vont les faire chier. Voilà, ça c'est l'enjeu principal. Donc scénaristiquement, oui, c'est pas ouf. Mais moi je trouve vraiment que les Coréens ont un truc par rapport aux Américains, c'est que même quand ils font un blockbuster d'action, putain, franchement, c'est grave stylé. Enfin, le film, il a des moments de grâce. Il y a un espèce de fight club zombie où en gros les... Ouais, faut expliquer ça. Ouais, il y a des... En gros, il y a tout un... Ça, on n'en a pas parlé. C'était pas du tout montré dans la bande-annonce et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est qu'en fait, il a créé tout un monde, une espèce de petite société qui s'est organisée au sein de ce monde zombie. Pas très classique non plus. C'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi. Pas très original. Ouais, pas très mais je sais pas, moi je suis pas fan de films de zombies, donc j'avoue que moi ça m'a surpris, et notamment l'espèce d'armée en déroute où ils sont tous devenus fous, ils sont sur des espèces de miradors en plastique avec des casques de chantier. Enfin, j'ai trouvé ça assez fou comme vision. Et il y a un espèce de fight club qui est organisé quand ils trouvent en gros des gens qui errent dans les rues, ils les appellent les chiens errants, ils les font se battre contre des zombies dans une espèce d'arène avec un chronomètre et tout. C'est super cruel, et il y a un plan séquence dans ce fight club là qui est incroyable où ça se bat dans l'eau et tout. Enfin, j'ai trouvé ça assez virtuose. Enfin, franchement, moi, de la série B comme ça, je veux bien en voir tous les jours. C'est les jeux de l'arène, quoi. C'est un peu pour les distraire. C'est les jeux du cirque. C'est très cruel. Voilà. C'est super cruel. Donc j'ai trouvé ça très inventif en mise en scène. Tous les jeux avec la lumière et le son aussi, j'adore. Il y a plein d'astuces, entre guillemets, pour diriger les zombies dans un sens ou dans l'autre, pour les tromper et tout, que j'ai beaucoup aimé, qui n'était pas présent dans Dernier Train, parce que là, ce film se passe beaucoup de nuit quand même. Voilà, moi je trouve ça quand même très inventif, super ludique en fait à regarder. Personnellement, je me suis pas ennuyé. Bah oui, plus ou moins d'accord avec toi en fait, Clément, même si je pense que je l'ai un peu moins kiffé que toi, mais c'est vrai que c'est dur de pas le comparer directement avec Dernier Train pour Busan qui lui, franchement, 20 sur 20, excellence quoi en termes de film de genre zombie. Là, je trouve que c'est super classique dans le scénario en fait. C'est vraiment, comme tu dis, c'est qui c'est qui va arriver sur le camion, avec les clans qui sont là, qui sont montés un peu dans ce monde post-apo, ce qui rappelle très bien Mad Max d'ailleurs aussi, hein, qui rappelle aussi Waterworld et d'autres films dans le même style quoi. Donc la mécanique classique quoi, ville infectée, des méchants humains, donc voilà, il faut survivre face à ces deux trucs, les gentils qui se retrouvent un peu au milieu de tout ça. Donc j'ai trouvé le film ni trop bon ni trop mauvais, mais voilà, il se démarque avec quand même des très bonnes idées. Les jeux de l'arène de zombies là, avec le plan séquence et tout, vraiment stylé, super bonne idée. Les diversions pour les zombies aussi, j'ai bien kiffé. Cette petite voiture là qu'on avait vue dans la BA et tout, c'est la gamine qui les conduit et en fait c'est simplement pour faire diversion et donc ramener les meutes de zombies à l'écart de leur chemin. Ça c'est super, je trouve qu'il y a vraiment une belle intention de s'appuyer sur le fait que les zombies réagissent au bruit et du coup sont vraiment teubés et suivent le bruit. Donc ça ils l'ont bien compris et ça change un peu de toutes ces conneries à la Walking Dead où au bout de 10 saisons ils ont toujours pas capté comment marchent les zombies. Là pour le coup en 2 films ils sont quand même moins cons, ils les feintent très bien. Et oui, pour rejoindre ce que tu disais aussi Clément, la mise en scène que j'ai trouvé à certains moments époustouflante dans la photo.
franchement, parce que ça se passe de nuit au clair de lune, alors ce qui est complètement incohérent dans le film, en fait, dans le scénario, parce que du coup, les zombies, ils ne voient rien dans la nuit, donc n'y allez pas en pleine lune, en fait. Mais bon, ils y vont à ce moment-là, ça donne quand même des super images. Des décors à la Last of Us avec des voitures laissées à l'abandon, la nature qui reprend ses droits, des bateaux comme ça complètement échoués. Ça donne quelque chose de plutôt cool. Les reproches sur ce film, je trouve qu'il y a quand même pas même beaucoup de facilité de scénario qui nous sortent du truc. C'est peut-être les moments où Clémence s'est endormie, hein. Donc ouais, à ce moment-là tu perds un peu le rythme. Genre ils se retrouvent tous au même endroit, tous autour du camion, les 3 clans. Il y a la famille, il y a ceux qui viennent de Hong Kong, parce que là du coup c'est à Hong Kong, on avait imaginé la Corée. Ouais, le début est à Hong Kong. Ça se passe à Hong Kong, en fait, les survivants partent à Hong Kong, et du coup ils viennent de Hong Kong pour aller chercher ce camion, et là ils se retrouvent tous autour du camion, quoi. Il y a la famille, il y a les méchants, on sait pas pourquoi dans une ville aussi grande ils se retrouvent tous là. Bon, ça facilite le scénario, effectivement. Ils sont tous méga armés, tous super très cons aussi, je trouve, parce qu'ils vérifient même pas le contenu du camion, ceux qui réussissent à le prendre, là, les méchants. Mais pour moi, ils sont un peu dégénérés mentalement. C'est quand même montré. Ça, pour moi, ça m'a rappelé Mad Max, les mecs qui sont blancs, là. Ils sont un peu. Ouais, non, moi, je pense qu'ils sont quoi. BDR. Tu vois leur chef qui a envie de se tirer une balle, et à mon avis, c'est plutôt intéressant, je trouve, en termes d'écriture, c'est que c'est des anciens militaires qui ont complètement vrillé et qui en peuvent plus, qui savent pas comment partir, et ils sont BDR, quoi. Ils sont au bout du rouleau, clairement. Moi, je les ai trouvés bêtes. Et donc ouais, on perd un peu toute l'intensité émotionnelle avec tous ces gens-là, et même la famille, là, la petite famille, les 2 gamines, la maman, le grand-père. On perd toute l'intensité émotionnelle du dernier train, je trouve, parce que dans le dernier train, on avait quand même des gros archétypes, mais il y avait une vraie évolution en peu de temps. Et je sais pas si c'est le fait que c'était dans un train, qu'il y avait une espèce de linéarité comme ça normale. J'en sais rien, je sais pas, c'est peut-être le décor aussi qui change beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est dommage par rapport à Dernier Train pour Busan, c'est que dans Dernier Train, tout se passait dans le train, il y avait des scènes d'action entrecoupées de moments plus psychologiques sur la lutte des classes et comment chacun survivait et essayait de faire tuer les autres ou les aidait. Et en fait, on était presque, dans Dernier Train, ça marchait super bien, c'était jouissif, on était presque en attente de ces moments sociaux entre les personnages, ces moments d'interaction hors action. Il y a ça quand même. Et là, en fait, ce que je trouve dommage dans Peninsula, c'est qu'ils veulent aussi ménager des moments sociaux, dramatiques, psychologiques, quand t'es un peu entre les scènes d'action avec la famille et tout. Moi, c'est pile dans ces moments-là que je me suis endormie, vraiment. Je pense que c'est trop chiant. Ouais, mais c'est trop chiant. Je pense que la note d'attention vraiment de Yang Sang-ho là, c'était de faire du gros action, quoi. Du gros film d'action, je suis pas d'accord, moi. Je trouve qu'il y a quand même tout un build-up de... La fin est très action, mais tu as quand même tout le début, milieu du film qui consiste à construire toute l'intrigue et qui va t'amener à cette fin pleine d'action. Franchement, il y a quand même des grosses séquences de dialogue au milieu du film. Il y a tout le truc avec comment s'organisent les militaires entre eux et tout. Et juste pour répondre à ta question d'avant, je pense que pourquoi ça marche moins en termes de personnages, c'est que la famille, elle arrive un peu au milieu du film. Alors que dans Dernier Train, dès le début, on te pose les personnages qui vont être les protagonistes principaux, et là en fait au début c'est une espèce de première équipe qui se fait défoncer, qui meurt très très vite, pardon pour le spoil, mais voilà, c'est vraiment au bout de 10 minutes il meurt, quoi. Et ensuite t'as cette espèce de famille qui vient se greffer, t'as pas vraiment le temps de t'y attacher, même s'ils sont plutôt attachants, les 2 gamines, le grand-père et tout, mais il aurait dû partir dès le début avec cette équipe là et développer plus en profondeur les liens entre chaque personnage. Le grand-père Osef, hein, le grand-père vraiment Osef. Un peu, ouais. Et puis pour finir, ce que je voulais dire, vraiment la fin, après je vais passer la parole à Kevin ou William, mais la toute fin là, qui se passe sur le port là, mais qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que c'est con. C'est un enfer cette séquence. Qu'est-ce que c'est con. On va en reparler, je pense, on va se faire une parenthèse, mais Kevin, toi t'en as pensé quoi de ce film avant qu'on parle de la fin qui m'a rendu BDR? Moi j'ai trouvé que c'était un gros bis, quoi, un gros bis avec de la thune un peu. Moi je trouve que c'est un film qui est vraiment pas mémorable, j'ai déjà un peu oublié en fait depuis, alors que je l'ai vu hier, hein. Après je suis d'accord avec vous, c'est vrai que visuellement il y a quand même des bonnes idées, c'est un bon metteur en scène et tout, mais après je trouve que souvent c'est un peu de la bouillasse, quoi, un peu de la bouillasse numérique, et c'est un peu dommage, et je trouve que ça gâche certains effets, quoi. Il y a vraiment des bonnes idées, par exemple t'as une scène où tu vois une vitre qui est dans l'ombre et d'un coup ça s'éclaire et t'as plein de zombies dedans, ça c'est une super idée, mais en fait les zombies sont dégueux, quoi, et je trouve que ça te sort du truc, j'ai l'impression de regarder un jeu vidéo, et j'ai pas envie de regarder un jeu vidéo, j'ai envie de regarder un film. Je suis pas dans Last of Us, ok? Je suis dans un film. Non, on n'est pas dans Last of Us, ça c'est clair. Mais bon, à part ça, moi je trouve que le vrai gros défaut, c'est vraiment l'écriture. Je trouve que les personnages sont pas du tout incarnés. En fait, à aucun moment je me suis attaché à eux. Le personnage principal qui se réveille le matin, tu m'as réveillé, baf, gros coup dans ta gueule. Mais c'est ça, c'est quoi ce clicheton, mon gars? C'est Schwarzenegger qui s'est réveillé, mais what the fuck? Et après il fait la gueule tout le long, genre ma sœur est morte. Mais je m'en bats les couilles de ta sœur, en fait. Oh là là! Non, mais c'est vrai, ils nous ont même pas installé la psychologie des persos, ce qui fait qu'on a que des persos dont
se bat les couilles. Donc à la fin, quand tout le monde chiale, oh non, ma maman va mourir, j'étais en mode bah crève, je m'en fous en fait. Mais, parce que à aucun moment je me suis attaché à eux. Ouais, alors que je trouve que faire un film justement sur une famille, ça aurait été vraiment cool. Ils auraient pu vraiment centrer le film sur la mère, les deux filles et le papy, qui aurait pu être peut-être un peu plus développé que juste voir Ken Jane. Jane, c'est la meuf à qui il parle. Le grand-père au téléphone. Il est fou et mais en fait, il est pas fou. Voilà, il passe des espèces de coups de fil d'un talkie-walkie en pensant que quelqu'un va venir les sauver. Voilà. Ouais. Et spoiler alerte. Ça se produit vraiment, quoi. Les casques bleus. Mais spoilez pas. Bah si, on est obligé d'en parler parce que c'est tellement. Non, mais moi je suis contente parce que j'avais loupé ça comme je le remets, donc du coup maintenant je comprends comment ça se termine. On va faire une petite parenthèse sur la fin. On est obligé d'en parler. Enfin bon bref, après moi vous avez dit beaucoup de choses et je suis assez d'accord en fait en général. Moi je trouve que finalement Clément t'es assez d'accord avec nous parce que t'es plus indulgent et que tu t'attendais peut-être à moins de choses. Mais c'est vrai que moi comparé au Dernier Train pour Busan, j'ai pas vu Seoul Station donc je peux pas faire de comparaison, mais par rapport au Dernier Train pour Busan où certes il y avait des archétypes mais où ces archétypes étaient transcendés par l'action et par le développement des persos, ce qu'ils apprenaient sur eux-mêmes en fait, c'était presque un voyage intime qu'on vivait. Là c'est vraiment, on est en extérieur tout le long et je trouve ça très dommage quoi. Même je trouve que toutes les bonnes idées visuelles sont gâchées par le fait qu'on n'a aucune implication, ce qui fait qu'on regarde juste un truc qui est pas, tu t'ennuies pas hein, c'est pas non plus chiant à regarder totalement, même s'il y a quand même un ventre mou au milieu je trouve, mais il a pas d'impact ce film, je trouve que ce film il n'a pas d'impact. Ça rentre dans les cases de ce film de genre quoi, de zombies. William. Alors moi, je vais être un peu dans la ligne de Kevin. Alors j'ai vu ce film au cinéma. Donc c'est le seul. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Je l'ai vu en IMAX en plus. C'est le dernier film que tu as vu au cinéma, non ? Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. J'aurais préféré sûrement voir autre chose. Donc si vous avez trouvé les effets dégueux sur votre petit écran en IMAX, ça bave bien comme il faut hein. C'est du blanc d'œuf, c'est dégueulasse. Ça en a encore un peu dans les cheveux là hein. Ah ouais, c'est... Blanc d'œuf, j'ai jamais entendu ça. Le film a été fait au blanc d'œuf. Vraiment c'est je trouve que alors Clément a souligné la photo dans les scènes intérieures qui est plutôt belle, mais en extérieur c'est ignoble. Vraiment, c'est dégueulasse, on voit rien. On fait un film dans une ville déserte et on voit pas la ville, on voit 3 pauvres rues. C'est nul, vraiment, je trouve que les personnages... Ah si, on voit pas la ville. Je trouve vraiment dur là. On voit pas la ville, ils auraient pu faire des vrais plans d'exposition ou vraiment jouer en mode c'est un labyrinthe, c'est un survival dans la ville et on se déplace dans différents quartiers. Non, là on est dans 3 pauvres rues identiques qui se ressemblent. Ouais, mais c'est vraiment dommage. Truc qu'on appelle le budget. Oui, c'est ça, au bout d'un on est moment. d'accord, voilà, en fait, moi je trouve pas qu'il soit très original. Par exemple, cette séquence qui est au milieu avec ce beau plan séquence, ouais, ok, c'est beau, mais c'est déjà vu. C'est déjà vu par exemple dans Land of the Dead. Donc moi j'ai pas. En plus, voilà, il y a même pas. Voilà, il y a même pas cette originalité dans le film qui aurait pu être divertissante. C'est pas le cas. Je trouve les personnages pas très bien écrits. Vous en avez parlé, donc je vais pas répéter. Le personnage principal, par exemple, oui, il est bourrin. Tu te dis ils nous ont fait un personnage bourrin. Espérons qu'il soit bourrin jusqu'au bout. Et en fait, à partir du moment où il se retrouve avec la famille, il se met à pleurnicher et il disparaît. Et il parle presque plus, et on n'a plus d'émotion, et du coup on s'en fout. Et cette famille, elle est un peu nulle, le grand-père il sert à rien, la mère, il y a un super dialogue, on vous a pas pris en voiture, tu dis ça y est, ils vont se confronter, il va se passer un truc entre eux, et puis elle lui dit ils étaient 31, et puis on n'en reparle plus, ils interagissent plus. Tu vas dire c'est dommage, vous êtes en train de créer quelque chose entre les deux, pourquoi vous allez pas plus loin? Et en fait c'est comme ça tout le temps, la gamine avec sa voiture télécommandée, pareil, c'est déjà vu plein de fois. Je vais citer un autre film qui utilise ce personnage-là, hein. Très 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 bon film avec Jason Statham avec un énorme requin. The Meg. Ouais voilà, non, je rigole. C'est un très très mauvais film, mais il y a déjà ce personnage de petite gamine avec. Très bon selon la substance que tu prends. Non, au ciné c'était un bon délire. Voilà, mais pareil, il y a ce personnage de petite gamine avec son outil technologique. Bon, voilà, moi j'ai trouvé que le film était pas très bon. En plus, c'est dommage, ils abordent par exemple au tout début une thématique. La Corée du Nord a fermé ses frontières pour que les Coréens du Sud n'y aillent pas. Ça revient pas. Ouais. Bah oui, pourquoi vous l'utilisez pas? Je veux dire, dommage. limite, ça aurait été vachement bien de faire un film autour de ce truc-là, de ces expatriés qui essayent d'envahir un pays qui lui aurait été interdit, par exemple. Voilà, ça aurait été vachement bien. Je trouve dommage que le seul Européen du film qu'on voit, c'est le macro qui les envoie chercher la moula. C'est Benoît Poulvord, il est incroyable. Qui est pas trop gros méchant d'ailleurs en fait. Qui est certes avide de money, mais. Non, c'est juste le mec qui donne l'ordre. Voilà, c'est dommage que ça soit le seul Européen du film. Ça fait un peu genre c'est le méchant. Pour moi, il est américain. Il est américain. Ah ouais, c'est clairement gringo. Ah ouais, c'est un gringo. Et après, je trouve la musique à chier. Tout le long du film, je trouve que la musique est nulle. Il y a de la musique? Je me rappelle même pas. Voilà, vous a pas marqué parce que c'est nul. Voilà, c'est dommage. Je trouve qu'il y a quelques bonnes idées. La première séquence avec la voiture et le bateau, je la trouve vraiment bonne.
Et derrière, il y a le titre. À partir du titre, ça commence à partir en Il y a la fin qui est Et voilà, la scène elle est longue. Qui se passe sur une espèce de port où ils arrivent, où c'est censé tous dénouer, mais il y a le retour du méchant qui arrive, nana. Donc très classique, il les prend en joue avec un gun et là ça part. Ça dure, je sais pas, au moins 20 minutes. Alors ça dure exactement 17 minutes, sauf que la moitié est en ralenti. Et c'est ultra long. Tu te dis, mais terminez ce film en fait. Là, moi, c'est j'appelais cette scène la revanche de Marion Cotillard. Parce que le mec meurt comme Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, et puis pour se venger, paf, il enlève le frein à main, et bim, les zombies rentrent dans le bateau. Non, voilà, après il prend le camion, après il y a les zombies. Pendant ce temps, il y a toute une partie où ils sont 8 minutes en train de chialer sur le grand-père et tout. La gamine, elle chiale, elle doit faire 300 décibels à 300 km à la ronde. Il n'y a pas un seul zombie qui débarque. Elle m'a pas réveillée. Ensuite, ils commencent à courir, les zombies ils arrivent, elle se cache dans un camion. Après, elle décide de se sacrifier, mais au final, en fait, non, elle ne sera pas sacrifiée parce que la gamine, elle pleure trop fort. Il y a un caprice qui est fait auprès des casques bleus, donc du coup, ils font demi-tour, ils vont sauver la mère et tout. Et j'avoue, c'est ça. À ce moment-là, moi, j'étais en train de faire chauffer des pâtes et je fais, mais c'est pas possible. J'aurais fini de manger avant même que le film. C'était quoi, oui des carbos, je sais plus, on s'en fout, j'ai oublié. Non, mais n'empêche que c'est là qu'on apprend la meilleure technique pour bloquer des zombies, c'est d'ouvrir 2 portières de voiture. Et là, les zombies sont bloqués. Vous êtes chafou. En fait, le film tout seul est pas excessivement mauvais. C'est un film d'exploitation un peu série B, un peu nul. C'est pas grave, mais dans l'ensemble, qui est une trilogie, puisqu'ils ont joué là-dessus. Ils l'ont pas vendu comme un film unique qui se passerait dans le même univers. C'est la suite de Train pour Busan. C'est même dit ça au début, c'est Train to Busan Presents. Voilà, c'est étrange ça. Ouais. Donc en gros, on doit accepter l'idée que il fait partie de la trilogie avec Seoul Station. Et moi, j'ai vu les deux. J'ai vu aussi Seoul Station, et je trouve que dans les 3, il est très mauvais par rapport aux 2 autres. Tout seul, c'est un film un peu moyen, mais pris dans son ensemble, c'est un mauvais film. Moi, ça me gêne pas parce que je trouve que c'est une variation autour du premier film. Le premier était intimiste, il y avait un tout petit budget, sûrement un petit décor et tout. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir avec plein de voitures, que c'est un gosse à qui on a filé plein de jouets et vas-y, amuse-toi. Moi, il m'a transmis en fait une espèce de jubilation, le film, qui fait que j'étais pas du tout à réfléchir si c'était vraisemblable ou pas. Il y a des zombies derrière des vitres. On parle de qualité, même de vraisemblance de qualité. De la manière dont c'est iconisé. Mais je pense que oui, son intention était clairement là de présenter du coup l'action qu'on n'a peut-être pas eu dans les autres parce qu'il s'était focus sur d'autres aspects de son cinéma, mais ça manque un peu quand même. Je veux dire, ça aurait pas fait tâche si ça avait été présent et puis si c'était pas étiré sur des larmoiements à la fin, là, j'en pouvais plus. Oui, parce qu'en fait, dans le film de zombies, très souvent, le zombie, il représente une tare humaine. Alors, ça peut être le capitalisme dans les premiers Romero, ça peut être... Voilà, le zombie, il est censé représenter une tare de notre société, et là, dans ce film, il représente rien. Il n'y a pas de message politique derrière, il n'y a rien. Alors que dans le dernier Train pour Busan, c'était une critique un peu de la société coréenne. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais eu... Oui, puis il y avait la culpabilité aussi du perso principal. Là, dans ce film-là, c'est vraiment rien. On sait pas, on ne sait pas s'il était lui à la cause de cette là, je trouve que vraiment, les zombies sont très accessoires, alors que c'est un film de zombies, quoi. Donc, c'est un peu décevant, quoi. Le film est très décevant, je trouve. Ouais, non, mais je pense que vous avez raison, il a voulu se faire un délire à l'américaine, mais le problème c'est qu'en se faisant un délire à l'américaine, il en a reproduit surtout les mauvais clichés, j'ai l'impression, et c'est un peu dommage. C'est dommage, mais bon, c'était pas non plus la catastrophe que nous annonçait la BA, donc... Non, voilà. Pour moi, si. Ouais, mais toi, t'as dormi, t'as vu 20 minutes de film. Oui, mais je suis désolée. Nous, on se les a tapés les 4 ans. Attends, c'est le genre de film que j'adore de base. J'adore les films de zombies et j'adore les films... d'action. Et j'adore les films d'action. Je trouve que la BA est vraiment ratée parce que ouais, non, c'est clair. Elle te restitue pas quand même le fait qu'il y a des survivants sur cette, il y a des survivants en Corée qui se sont organisés, qui ont créé leur monde en fonction des zombies, que du coup on vit plus la nuit parce que le jour on peut pas sortir. Il y a pas du tout ça dans la BA, c'est full voiture, full gun et tout, et c'est vrai au début et à la fin du film, mais c'est pas que ça le film, et je trouve ça dommage parce que franchement moi je serais jamais allé voir ce film si on faisait pas fait ta BA. Or j'ai quand même plutôt kiffé, je trouve que c'est vraiment dommage de mal vendre un film comme ça. Surtout un film qui était à Cannes, tu peux très bien lui donner... t'es pas obligé de jouer la carte full action, quoi. Mais c'était peut-être le but de rapporter ce genre de public. J'en sais rien. En fait, on saura pas parce que je sais qu'il a super bien marché. Il est sorti il y a très longtemps déjà en Corée. Il a super bien marché en Corée. J'aurais bien aimé comparer les chiffres, mais bon, le film il a été exploité une semaine et puis après, on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Enfin bon... Ça, c'est nos avis, mais il y a certainement des petites recommandations derrière quand même tout ça. Et ben, il est temps pour nous de réouvrir cette fameuse page qu'on appelle les recocos. Les recocos. À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui?
Les Rococos, ce sont nos recommandations avec plus ou moins de mauvaise foi sur le film de ce match retour Peninsula. Alors, qui veut lancer sa première Rococo autour de la table? Eh ben, ce sera toi, Kevin. Allez. D'accord. Je vais arrêter de parler comme ça. Alors, moi, ma Rococo, elle vient d'un détail du film. Je sais pas si vous avez remarqué que les méchants, ils ont les dents jaunes et que les gentils, ils ont les dents blanches. C'est un détail que j'ai remarqué. Du coup, j'aimerais conseiller ce film à tous les annonceurs en dentifrice parce que là, ils ont un scénario tout fait. Mais j'avoue, mais c'est vrai que je me s'étais fait la remarque en disant putain, c'est bien fou. J'avais pas fait gaffe par contre aux dents des gentils, mais je me s'étais fait la remarque en disant ça, c'est un petit détail qui a son importance dans le film de zombies. C'est que on est loin du Colgate chewing gum de. Bah là, les gentils, oui. Ouais, clairement. Moi, c'était aux commerciaux de la marque de voiture Kia. Je leur recommande ce film parce que ça démontre toute la solidité de leur modèle. J'avoue, c'est vrai. C'était une Kia. Les voitures sont très solides. Voir que c'était une Kia. Non, mais comme c'est coréen, je brode. Vous voyez pas, il y a une gris devant. On aurait dit une Kia Sorento, peut-être. Ouais, j'ai l'impression. William. Oui, je vais être dans la même thématique que Kevin. Alors moi, je le recommande à tous les gens qui pensent que ne pas se laver le week-end parce qu'on voit personne, c'est pas grave. Ce film vous montrera que quand on pousse le concept un peu loin, ça peut déraper. C'est vrai qu'ils sont un peu crado. Clémence, des Rococo? Oui, pour toutes les personnes qui viennent de passer le permis et de l'avoir, qui sont en région parisienne et qui sont pas sûrs d'eux à cause du trafic très nerveux de Paris et des passants nombreux, etc. Regardez ce film et ça vous aidera à avoir plus confiance. Il faut y aller de manière assurée. Ouais. Il faut y aller vite, bien, frein à main, tac, drift, voilà. Il faut être sûr de soi et ça marche. Même une gamine de 14 ans peut le faire. Arrive. Yep, et puis moi... Et toi alors? Mes Rococo, ce sera pour tous les fans de 28 jours plus tard, par exemple. Regardez 28 jours plus tard, voilà. Ils sont déjà fans, ils l'ont déjà vu. Et je m'attendais vraiment à une chute. Voilà. Je me suis dit, ça y est, il a improvisé une chute de ouf. Mais ta Rococo, elle est pas un peu improvisée, j'ai l'impression. On dirait que t'en avais pas, quoi. Je l'ai écrit. C'est fou, non, pas du tout. Franchement, ça me donne cette impression-là. Bon, sur ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ça. Voilà. Pour ce qui était de l'épisode un peu bâtard, avec un enregistrement fait de 3 bouts de ficelle et puis un autre un peu plus professionnel. Pour ce qui était de la BA de Manque de David Fincher, dont on vous parlera en match retour dès la semaine prochaine. Et on reviendra avec une autre BA qui, certainement comme Manque, pourrait rivaliser pour les Oscars, parce qu'il s'agit de la BA d'un film qui est déjà sorti, mais on a envie d'en parler les Oscars approchant. Ce sera non pas les 7 mercenaires, non pas les 7 samouraïs, les 7 nains, les 7 mousquetaires, pas les 7 nains, non pas les 7 doigts de la main. Non, ce sera les 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, qui a un CV long comme le bras. Donc on se fera cette BA là, et puis on discutera de la possibilité d'une statuette. Voilà. Avec tous les films qui sont sortis cette année, ça va être dur. Il y a 4 films en compétition. Donc ça va être rapide. Ils sont nommés dans toutes les catégories. Ça va être rapide. Donc difficile pour nous de vous proposer un programme un peu plus dans l'actualité, mais avec les sorties de films et les cinémas fermés, c'est impossible de trouver quel film sortira à quel moment, et pour nous de prévoir si on peut vous en parler en pouvant voir le film derrière. Donc les 7 de Chicago, au moins il est déjà sorti, donc ça va être cool. Pour écouter tous nos autres épisodes, il y a un site. Quel est ce site, Clément? Fetabea.com .fr, c'est bien de se sentir j'y vais souvent. Mais vous pouvez aussi trouver Fetabea sur toutes les plateformes de streaming, d'écoute de podcasts, effectivement, Spotify et j'en passe. Vous avez aussi la possibilité de venir vous abonner sur nos réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, et puis on se tient au courant pour la suite. Bisous. Bisous les loulous. On se dit à la semaine prochaine. Bisous. Salut. Au revoir, Shoshana. Bisous. Je
Je t'embrasse le cul.